Donc bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour écouter notre présentation sur Olvid. Donc on s'amuse à appeler l'application de messagerie instantanée la plus sûre du monde. Donc je sais que ça en a fait sourire quelques-uns chez vous. On va essayer de vous convaincre qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Juste avant ça, l'équipe, donc on est 4 cofondateurs. Donc je m'appelle Thomas Beignère, je suis le CEO d'Olvid, je suis docteur en cryptographie. Donc moi j'ai fait l'EPFL, où j'ai fait un master puis une thèse de docteur en cryptographie. Et je suis accompagné par Mathieu Mathieu. Fignaz. Donc moi j'ai aussi fait une thèse en cryptographie. Avant ça j'ai fait l'ENS et je suis aussi cofondateur de CyberAngel. Et donc je partage mon temps majoritairement sur Olvid et un petit peu de temps sur CyberAngel aussi. Voilà. Et il y a Cédric qui nous accompagne, qui doit être quelque part planqué au fond de la salle. Il est là, qui est au business development. C'est le seul type en costard dans l'assemblée, je pense. Mais lui en voulait pas, hein, c'est son habit normal. Et Jacques André qui est pas là, qui s'occupe product et marketing. Et au fond de la salle on doit avoir aussi Jérémy, qui est en stage chez nous depuis un petit mois, là, même pas, 3 semaines, quoi, qui fait un super boulot sur faire un serveur standalone. Aujourd'hui, on a notre serveur chez AWS et lui s'occupe de faire un serveur qu'on puisse tourner dans n'importe quel Docker. Et donc voilà, ça commence à tourner. Ouais. Donc voilà, sachez juste qu'il y a des concours, évidemment, une startup comme nous, on essaie de passer un certain nombre de concours. Il y en a un qui compte vachement dans la cybersécurité qui s'appelle le concours de la startup du FIC, Forum international de la cybersécurité. Il se trouve que voilà, Olvid a gagné ce concours cette année, on en est très fiers, on va vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est l'agenda de ce qu'on va vous présenter. On va vous parler de mail, on va vous parler de WhatsApp et de toutes les autres aussi. On va essayer de vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Et ce faisant, on va essayer de vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est dit ces trucs-là, ça suffit pas, ça nous convainc pas. Et ça nous donne envie de faire le 2, Olvid. Et vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense sincèrement qu'on est différent et qu'on est meilleur sur beaucoup de choses. Évidemment, il y avait plusieurs chemins qu'on aurait pu explorer. Donc ça, Mathieu vous apporter ça, il va vous expliquer en quoi est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment. Et enfin, on va vous parler de fuite de données. Et le 5, ça va vous intéresser. C'est bref, hein, ça dure 2 minutes. Ouais, ça va être rapide. Donc rapide, sur le mail, on commence. Au commencement était le mail. Donc vous avez Alice qui a la mauvaise idée d'être chez Wanadoo et Bob qui est chez Gmail en bas à droite. Et on va voir comment ça va se passer entre Alice et Bob pour échanger un mail. Donc si on regarde assez simplement, ça c'est pour quelqu'un qui n'y connaît rien, donc c'est pas vous, mais la plupart des gens ne savent pas exactement comment ça marche. Ils ont le sentiment que fondamentalement, c'est très simple. On envoie un mail de Alice à Bob, donc on a un from, on a un to, on a un subject et on a éventuellement un contenu. Et c'est très simple. Mais en fait, dans le mail, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Comme vous le savez, ça passe par des serveurs. Alice va se connecter au serveur SMTP de Wanadoo, qui va contacter des serveurs SMTP. Quand vous avez de la chance, ça peut aller très vite. Ça va aller droit sur le serveur SMTP de Google. Et le serveur SMTP de Google va envoyer son mail à Bob. Il y a un paquet d'endroits où les choses peuvent mal se passer. Donc, entre ce serveur de Google et Bob, et entre le serveur d'Alice et Wanadoo, il y a moyen de vérifier que votre connexion elle est chiffrée, qu'elle est protégée typiquement avec du TLS. Après ça, vous n'avez pas le moyen de vérifier que votre mail ne part pas en clair dans le grand Internet en partant de ce serveur-là et en allant vers ce serveur-là. Et en plus de ça, à moins que vous utilisiez des solutions atroces comme PGP ou GPG ou des solutions de cette nature-là, votre mail il est stocké en clair, évidemment, chez le provider de service. Donc, ça veut dire qu'il y a un paquet d'endroits sur le réseau où votre mail il peut juste être observé, manipulé, transformé, bref, tout ce que vous ne voulez pas qu'on fasse avec votre mail. Donc évidemment, la solution à ça, et vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc on va parler de ça. Donc le chiffrement de bout en bout, schématiquement, ça se passe comme ça. Vous commencez par rédiger votre message, votre mail, mais enfin plutôt un message. Vous avez un from, vous avez un to, vous avez un sujet, comme d'habitude. Et vous avez une boîte, un coffre, un beau coffre qui est ouvert et dans lequel Alice va mettre ses données et ensuite fermer le coffre. Et c'est donc pas le message qui va transiter sur Internet, comme vous l'avez deviné, c'est le coffre en question. Alors comme on n'est plus dans les années 70, on n'envoie pas le coffre à un premier serveur qui se charge de le véhiculer jusqu'aux autres serveurs, on l'envoie droit au serveur de distribution qui est connecté directement à Bob. Voilà, typiquement WhatsApp, ça marche comme ça. Donc ce serveur, il va recevoir une boîte sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Cette boîte, en gros, elle est là pour garantir à la fois la confidentialité et l'intégrité des données. Et ensuite, Bob peut aller rechercher ce coffre. Et il se trouve que Bob, évidemment, c'est le seul à avoir le code qui va permettre d'ouvrir cette boîte. Donc même Alice n'a pas le code en question. La seule personne sur la planète à avoir le coffre, c'est Bob. Évidemment, il ouvre le coffre, il récupère le message d'Alice et il sait que ce message lui a été distribué en toute intégrité. Il sait aussi que c'est le seul à avoir pris connaissance des données qui sont dedans. Et par ailleurs, Alice a évidemment aussi cette garantie-là.
Donc ce chiffrement de bout en bout, en gros, il a été porté par un certain nombre de messageries, pas tellement par le mail, même si ça existait aussi dans le monde du mail, mais ce qu'il a vraiment démocratisé, c'est des solutions comme Signal, par exemple, que vous connaissez probablement. Encore plus démocratisé, WhatsApp, mais en fait, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein qui font du chiffrement de bout en bout systématique. Donc je me plante sur les noms. On a Trema, on a Wire, on a WhatsApp, on a Line, on a Wicker, bref, Signal en haut à gauche évidemment. Et après, il y en a d'autres solutions de messagerie instantanée qui font du chiffrement optionnel. Au sommet de celle-là, et si vous retenez un seul truc des 10 premières minutes, c'est ça, on a Telegram. Il est où Telegram ? Il est là. Telegram ne chiffre pas de bout en bout vos données. D'accord ? Contrairement, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais enfin voilà, parce que nous, on nous pose toujours la question, on dit mais non, mais bon, on sait bien que WhatsApp c'est tout pourri, il faut utiliser Telegram. Non, Telegram ne fait pas de chiffrement de bout en bout, sauf si vous actionnez dans les discussions one-to-one le secret chat qui vous permet d'avoir du chiffrement de bout en bout. En discussion de groupe, et un groupe ça commence à 3 personnes, tous vos messages sont en clair sur les serveurs de Telegram. Voilà. N'utilisez pas Telegram. Donc voilà, il y a plein de messageries qui font du chiffrement de bout en bout, et pourtant on a plein d'articles de presse qui questionnent ces messageries. Est-ce que WhatsApp c'est mieux que Telegram ? Bon, alors là vous avez la réponse. Est-ce que WhatsApp c'est mieux que Signal ? Est-ce que Signal c'est mieux que WhatsApp ? Est-ce que Trema, une solution suisse qui vient des montagnes, ce serait pas quand même mieux que ces solutions américaines, russes, etc. Et en fait, fondamentalement, si on nous pose la question à nous, et c'est ce dont on va parler dans la partie qui va suivre, pour nous, toutes ces solutions qui font du chiffrement de bout en bout, pas de manière optionnelle mais obligatoire, en fait, elles apportent toutes le même genre de sécurité parce qu'elles ont toutes la même architecture, la même façon de fonctionner. D'accord ? Et c'est ça qu'on va vous expliquer maintenant. Donc on va repartir à zéro. On va reprendre les slides que vous avez vus tout à l'heure et on va juste voir où est-ce qu'il y a potentiellement un problème. Alors d'abord, vous n'avez pas affaire à Alice et Bob, vous avez affaire à, donc je vous ai filé son 06, le 06 45 77 36 10. Il parle au 06 99 47 68 10. Oh, méfiez-vous, c'est peut-être des vrais numéros de téléphone. On n'a pas vérifié qu'ils n'existaient pas. Bon, ok, donc vous n'appelez pas ces numéros. Donc ça se passe comme ça. Donc ce numéro appelle veut parler à ce numéro de téléphone-là. Il a une boîte. La boîte est ouverte. Va rentrer le message dans cette boîte. Alors il y a une question assez légitime à ce stade-là. Mais d'où vient cette boîte ? Comment est-elle arrivée jusque-là ? Eh bien, on va rembobiner un tout petit peu et on va regarder ce qui s'est passé avant ce premier message. Et ça compte parce que fondamentalement, c'est là qu'il y a un problème. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a un serveur dont WhatsApp ne vous parle pas. Celui-là, ils en font des tonnes, mais celui-là, ils n'en parlent pas. C'est l'annuaire. Un annuaire gigantesque. Donc, je parle de WhatsApp parce que c'est ce que tout le monde connaît. Donc, vous avez chez WhatsApp un annuaire central qui regroupe l'intégralité des 2 milliards de numéros de téléphone des gens qui utilisent WhatsApp. D'accord ? Pour chacun de ces numéros de téléphone, ils vont associer des clés publiques, et on va voir, des coffres. Et on va voir comment ça marche. Donc la première étape, quand Bob a décidé d'installer WhatsApp, ça a été celle-là. Il a commencé par s'annoncer auprès de ce serveur, en lui envoyant son numéro de téléphone. Déjà, ça part mal, mais enfin, il lui envoie son numéro de téléphone. La deuxième étape, WhatsApp renvoie un PIN par SMS. Et la troisième étape, Bob répond en disant « Voilà le PIN que tu m'as envoyé ». Donc là, ce faisant, Bob prouve à WhatsApp qu'il est bien détenteur de ce numéro de téléphone-là. Et au passage, il lui envoie le fameux coffre qui a été généré sur son téléphone. D'accord ? Ça va jusque-là ? Donc c'est comme ça que l'annuaire central est capable d'associer un numéro de téléphone, celui de Bob en l'occurrence, on espère, au coffre de Bob. Okay ? Donc là, on est à ce stade-là. Donc Alice, on reprend. Dit au serveur, j'aimerais envoyer un message à ce numéro de téléphone-là, enfin au propriétaire de ce numéro de téléphone-là. Le serveur dit, pas de problème. Voilà le coffre qu'il faut utiliser pour envoyer un message à ce téléphone-là. Est-ce que quelqu'un voit un problème ? Tout à fait, c'est exactement ça. Là, à ce moment-là, il n'y a rien qui ressemble plus à un coffre qu'à un coffre, un autre coffre. Et vous avez, sans vous rendre compte, alors vous peut-être, mais sur les 2 milliards d'utilisateurs, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne se rendent pas compte que ce coffre-là, eh bien, en fait, vous êtes en train de faire confiance à un annuaire centralisé opéré par WhatsApp, Facebook, sur le sol américain qui vous dit c'est ce coffre-là qu'il faut utiliser, fais-moi confiance. Voilà. C'est ça qui se passe. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire il y a moyen de faire des vérifications. Oui, il y a moyen de faire des vérifications.
Il y a moyen de faire des vérifications out of band. Il y a moyen. N'empêche que je connais pas grand monde qui les fasse. Sur Signal peut-être, sur WhatsApp certainement pas. Donc vous vous retrouvez avec un coffre et vous faites aveuglément confiance la plupart du temps au serveur de WhatsApp pour vous délivrer le bon coffre. Et quand vous avez une architecture comme ça, c'est une architecture hyper classique en fait, pas à cette échelle-là, parce qu'un annuaire pour 2 milliards de personnes, ça par contre il n'y a que WhatsApp qui arrive à le faire, mais quand vous avez une architecture comme ça, en fait on n'appelle pas ça un annuaire central, on appelle ça un tiers de confiance, parce que c'est lui qui distribue les coffres. Alors fondamentalement ça n'a rien de mauvais, c'est bon dès lors que votre tiers de confiance a un sens, dès lors que les utilisateurs de ce tiers de confiance ont des intérêts qui sont alignés avec ce tiers de confiance. Comment est-ce qu'on peut penser que 2 milliards d'utilisateurs ont des intérêts alignés avec un serveur opéré par une entreprise privée aux États-Unis? Ça n'a pas de sens. Voilà. Et ça, c'est une des premières choses qui nous a poussé, nous, à dire on aimerait proposer autre chose. Donc oui, rapidement, je vous parle de WhatsApp, mais ils ne sont pas les seuls, évidemment, à faire ce genre de choses. Si vous prenez Signal, Signal fait la même chose. L'architecture de Signal, c'est juste exactement la même. Alors, il y a des différences, des petites différences sur lesquelles nous pourrons revenir, mais fondamentalement, l'architecture de Signal, c'est celle-là, avec un annuaire central qui, je crois, est chez AWS. On marque Telegram ici, mais vous avez bien compris qu'il n'y a pas de chiffrement bout en bout systématique, donc là on les oublie. Et vous avez d'autres messageries que vous utilisez peut-être moins, qui sont des messageries pro, comme la messagerie d'Aircom, une entreprise qui s'appelle Thales qui fait Citadel, CHAP, messagerie de l'État, Trema, une solution suisse. Fondamentalement, ces messageries, elles ont juste exactement la même architecture, avec un annuaire, tout ce qui va bien. À la différence près, si vous prenez par exemple Citadel, c'est que ce serveur, au moins, il est en France. Pour des clients français, c'est rassurant, parce que vous avez une entreprise dont c'est le métier de sécuriser des serveurs. Généralement, ils sont plutôt bons pour ça. Enfin, moi, je fais plus confiance à Thales qu'à Facebook pour sécuriser les serveurs. Et voilà, l'annuaire, au moins, il est en France. Le problème de cette approche-là, c'est que vous risquez, si vous êtes... Mettons que nous, on ait fait ça, qu'on ait mis les serveurs en France et qu'on ait exactement cette architecture, et bien allez dire à un Allemand, vous en faites pas, la solution française, elle a ses serveurs en France, il suffit de nous faire confiance, déjà l'Allemand, il commence à tiquer. Vous allez aux États-Unis, vous rentrez même pas. Ça marche pas. Alors la solution, très prétentieuse, la solution, évidemment, quand on a présenté des choses comme ça, la solution, c'est de se passer de lui, là, complètement. Dire, on ne veut plus un annuaire central, on ne veut plus un tiers de confiance, on ne veut plus un serveur quelque part dans le cloud qu'il suffit de pirater pour réussir à prendre un contrôle sur le chiffrement, sur la sécurité de vos données. D'accord ? Donc nous, c'est ce qu'on a fait. La première chose qu'on a commencé par faire, c'est par supprimer ça. Donc ça, c'est la partie facile. On a l'architecture, vous enlevez un truc, là vous dites, bon, on revient demain, puis on terminera le travail. Bon. Ça, c'est ce qu'on a fait il y a 5 ans, la petite croix là. Et après, on a un petit peu travaillé pour réussir à avoir un système qui marche. Parce que le problème, c'est quand vous enlevez la clé de voûte de la sécurité d'un système, derrière, il y a tout qui se casse les figures. Et il a bien fallu travailler un peu pour réussir à obtenir ce qui est Olvi d'aujourd'hui, c'est donc une messagerie instantanée qui fait du chiffrement de bout en bout, qui se passe complètement d'annuaire central. Et on va vous expliquer comment on fait pour faire fonctionner tout ça. Donc la première chose, déjà, c'est de réussir à transférer, comme on l'a vu tout à l'heure, le fameux coffre depuis Bob chez Alice. Donc là, puisqu'on n'a plus d'annuaire pour le transmettre, on va utiliser ce qui existe d'autre. On va utiliser du mail, on va utiliser du SMS, on va utiliser n'importe quel canal non sûr, même WhatsApp, c'est possible. Donc on envoie le coffre de Bob vers Alice via un canal non sûr. Qui dit canal non sûr dit que ce coffre, potentiellement n'importe où là-dedans, il a pu être modifié, manipulé par un adversaire. On le sait. Mais on va commencer par là, d'accord ? Il n'est pas exclu non plus qu'il ne soit pas modifié sur le chemin, mais il n'est pas exclu qu'il le soit. Et ça, on va voir comment on se débrouille avec ça après. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir... Enfin, faire ça, ça revient à demander à Alice d'accepter une invitation de la part de Bob. Mettons qu'elle clique sur le petit bouton OK. À ce moment-là, elle n'a pas la garantie que le coffre qu'elle a reçu, c'est celui de Bob. D'accord ? Mais soit, elle clique sur OK. Et là, il va y avoir un protocole cryptographique qui va s'exécuter entre le téléphone d'Alice et le téléphone de Bob. D'accord ? Ce protocole cryptographique, il va s'exécuter sur des canaux non sûrs. Il va passer par notre serveur de distribution, qui lui aussi est considéré comme un adversaire. Vous n'avez pas à lui faire confiance. D'accord ? Donc on considère à chaque fois, sur tout le chemin, entre le téléphone d'Alice et le téléphone de Bob, qu'il peut y avoir un adversaire, y compris sur le serveur, qui a tous les droits, tous les pouvoirs, il peut enlever des messages, en remettre, les manipuler, il peut faire tout ce qu'il veut. D'accord ? L'idée, au départ, c'est que partout, dans ce que vous voyez là, il ne faut jamais que vous ayez besoin de faire confiance à quoi que ce soit d'autre qu'à Bob ou à Alice, ou à leur téléphone. D'accord ? Même ça, là, vous avez le droit de penser que c'est vérolé. La question, c'est, une fois que ce protocole s'est terminé et que ce protocole a permis d'échanger, retrouvé ici aussi avec une petite boîte d'Alice pour Bob, la question, c'est comment est-ce que vous pouvez vous assurer
que ce protocole s'est bien passé, vous assurez que la boîte qui est là, c'est bien celle d'Alice et pas un truc manipulé par notre serveur ou par quelqu'un sur le réseau. Comment s'assurer que la boîte qui est là, c'est bien celle de Bob. Là, c'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est que si le protocole n'a pas été manipulé, ça veut dire que le transcript, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui sont parties ici, arrivées ici, parties ici, l'ensemble des messages, si vous voulez, systèmes qui sont partis, arrivés, sera exactement le même chez Alice et chez Bob. Ça, c'est une particularité du protocole. Si vous avez cette garantie-là, eh bien, le protocole, vous pouvez déduire mathématiquement que les deux boîtes sont bonnes. D'accord ? Pour ça, il faut que les messages ici qui sont partis arriver soient exactement les mêmes, au bit près, que les messages qui sont partis arriver chez Alice. On appelle le transcript. Ce qu'il faut, c'est vérifier que le transcript rouge est absolument identique au transcript vert. Si c'est le cas, il n'y a pas d'attaque. Si ce n'est pas le cas, il y en a certainement une. Alors, comment on vérifie ça ? Eh bien, il y a une méthode, enfin un protocole cryptographique qui n'est pas fait par nous au départ, hein, c'est quelque chose qui a été développé à l'EPFL justement, qui permet en gros de dériver un ensemble de 8 chiffres à partir des transcripts. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une fonction de hachage, ça y ressemble beaucoup. Ça demande quelques propriétés supplémentaires, mais ça ressemble beaucoup à une fonction de hachage qui va prendre l'intégralité de ce que Alice a vu ou envoyé, le hacher. Bob, il va faire pareil chez lui. Il va obtenir 8 chiffres, Bob. Alice va obtenir 8 chiffres aussi. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on affiche sur le téléphone d'Alice les 4 chiffres de gauche, sur le téléphone de Bob les 4 chiffres de droite, et on leur demande de s'échanger les 4 chiffres qu'ils voient sur leur téléphone. D'accord ? S'il y a une manipulation, on peut prouver qu'il y a une chance sur 100 millions qu'avec des messages différents, eh bien, on soit bien retombé sur les mêmes 8 chiffres. Une chance sur 100 millions. Donc, ce que ça dit, c'est qu'un adversaire peut faire une attaque, à l'empêcher, mais il a une probabilité de la réussir de 1 sur 100 millions. Voilà. On a estimé que c'était acceptable. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est une des méthodes pour se mettre en relation, mais c'est probablement la plus fondamentale parce que c'est celle qui vous permet d'entrer en relation alors que sans vous faire aider de rien, il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas un serveur à hacker, il n'y a pas quelqu'un qui vous aide. Vous arrivez juste à coup de SMS, d'échanges téléphoniques ou d'échanges de vive voix à... J'ai oublié de dire, si, pardon, assassiné sinon. C'est 8 chiffres quand vous les échangez. Il est très important de les échanger sur ce qu'on appelle un canal authentique. Donc un canal sur lequel vous avez la certitude de savoir à qui vous parlez. Bob, quand il entend les 4 chiffres, et quand il rentre les 4 chiffres de Alice dans son téléphone, il doit être juste sûr que c'est Alice qui est en train de les lui donner. Donc pas de SMS, pas de WhatsApp, pas de mail. Pas de secret. Si vous voulez de la sécurité, il y a un certain nombre de requirements, quoi. Et en cryptographie, on ne sait faire que 2 choses. Si vous voulez un canal sécurisé, soit vous avez un tiers de confiance dans l'équation. À ce moment-là, vous pouvez avoir une sécurité que ceux qui font du marketing appellent transparente, c'est-à-dire que vous ne voyez rien et ça marche. Soit vous n'avez pas de tiers de confiance, ça c'est nous. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de faire quelque chose et la cryptographie repose nécessairement sur un canal authentique. Pour ceux qui ont utilisé PGP, par exemple, ou GPG, à un moment donné, si vous voulez que vos clés soient bien validées, vous avez échangé un fingerprint de la clé. Ça, vous ne le faites pas par mail. Vous le faites par téléphone, vous le faites de vive voix, dans un podcast, des choses comme ça. Chez nous, c'est la même idée fondamentalement, sauf qu'on vous demande d'échanger que 4 chiffres dans un sens, 4 chiffres dans l'autre, mais il faut le faire soit de vive voix, soit en face à face. Oui, l'échange de fingerprint dans PGP, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez pour valider les clés sur un signal ou un WhatsApp. Vous avez une série de 32 caractères à échanger. C'est en gros un haché de la clé pour vérifier que c'est la bonne. Le problème, c'est que c'est une vérification qui est optionnelle. Il n'y a personne qui vous oblige à la faire. Donc, en gros, personne ne l'a fait. Et même à faire, c'est laborieux parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne, sinon on n'a pas de garantie de sécurité. Si on fait que les 20 premiers caractères, en fait, on n'a pas de sécurité parce qu'un attaquant aurait pu s'arranger pour avoir une collision sur les 20 premiers caractères et des différences à la fin. Donc on est vraiment obligé d'aller au bout si on veut la sécurité. Alors juste pour se faire mousser un petit peu, tout ça, ça a pris un certain temps. Donc ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Nous, on pense que c'est une rupture technologique. On trouve ça beau, quelque part, d'être obligé de faire confiance à personne pour réussir à communiquer avec un niveau de sécurité qui est le même que celui que vous avez dans la vraie vie, avec le contact avec lequel vous voulez parler. Moi, j'aime. Et ce faisant, on arrive à le faire, puisqu'on n'a plus d'annuaire. On n'est pas obligé de vous demander la moindre donnée personnelle pour aller inscrire quoi que ce soit dans un annuaire. Si vous vous souvenez au début, WhatsApp a besoin de vous demander votre numéro de téléphone, ne serait-ce que pour avoir un identifiant. Donc on pourra reparler aussi de la qualité d'un numéro de téléphone pour vous identifier. Si vous laissez tomber votre numéro de téléphone parce que vous partez à l'étranger, votre numéro de téléphone 3 mois après, il est réattribué, mais enfin, bon, c'est une autre question. Donc nous, on n'a pas besoin de ça, en fait. Donc on ne vous demande rien. Donc, quand vous avez certainement tous déjà téléchargé Olvid, mais quand vous avez démarré Olvid, vous avez entré un prénom, un nom.
des choses qui restent sur votre téléphone. Ça ne nous est pas communiqué. Vous n'êtes pas en train de créer un compte quelque part. Voilà. Donc ça, c'est aussi une idée qui, moi, me plaît. Si ça ne vous plaît pas, bon, ça va arriver, vous la supprimez, c'est tout. Il ne reste plus rien. Et ça, voilà, je trouve ça sympa. Bon, je prends la suite pour les points techniques. Alors, n'hésitez pas surtout à interrompre si vous voulez des détails techniques sur des choses. Je ne sais pas à quel niveau de détail je vais rentrer moi naturellement, mais allez-y, on peut aller dans le détail s'il y a besoin. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Les points qu'on veut mettre en avant, le premier, c'est l'excellence cryptographique. Est-ce que c'est open source? Alors, c'est pas encore open source, parce que pour l'instant, on est 2 à coder. On a codé ça un peu comme des cochons, on n'ose pas trop montrer notre code pour l'instant. Jérémy l'a vu le code, pour l'instant, il sait que c'est un peu compliqué. Notre but, c'est de le rendre open source, mais on n'a pas encore pris le temps de le faire. En fait, la question, c'est ça, on ne peut pas faire confiance à quelque chose de pas open source. Exactement, on le sait. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Donc pour nous, c'est important de le faire, ne serait-ce parce qu'il y a des gens qui réfléchissent de cette façon-là. Après, nous, le code, on a d'autres façons de le faire valider, mais les gens ont envie de le voir par eux-mêmes. Donc nous, on a envie de le faire. Le problème, c'est que le jour où on le rend open source, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir nous aider, faire des pull requests, des choses comme ça. Et si on ne peut pas répondre derrière, parce que on est 2, on n'a pas la bande passante, enfin jusqu'à il y a 2 mois, on était 4 dans l'équipe et c'est tout, on ne peut pas le faire comme il faut. Et donc notre but, c'est, dès que l'équipe a suffisamment grossi pour qu'en gros on puisse gérer ça comme il faut, faire un repository GitHub propre, on le fera. C'est notre but. Le code du client, le code du serveur, le code de tout ce qu'on va développer, ça devra être open source. Pour l'instant, on n'a pas pris le temps de ça. Il faut aussi qu'on écrive un beau white paper pour expliquer toute la sécurité, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Là, c'est plutôt la course à avancer sur la roadmap pour avoir des features qui font que peut-être qu'un jour, quelqu'un a envie de nous payer, parce que si personne ne veut payer pour ça, on va avoir du mal à faire vivre la boîte. Et du coup, pour rebondir un peu sur la question de l'open source et de la gestion des serveurs, est-ce que les serveurs se fédèrent ou est-ce que c'est vraiment un serveur centralisé? Alors, nous, on a une architecture serveur qui fait qu'on peut marcher comme le mail. C'est-à-dire que différentes personnes pourraient avoir leur propre serveur, comme des serveurs SMTP. Quand on a une identité, ce qu'on appelle nous identité, donc qui est une clé cryptographique sur Olbit, c'est en fait une clé cryptographique inscrite sur un serveur. Donc quand on donne son identité à quelqu'un, on donne le serveur sur lequel être contacté. Donc aujourd'hui, on a un gros serveur en production chez Amazon, parce que comme ça, on a un truc qui scale si demain on a 2 millions d'utilisateurs, c'est bon, ça scale. On a un serveur de dev chez Amazon aussi, les deux sont interopérables, on peut se parler de l'un à l'autre. Et Jérémy est justement en train de travailler sur un serveur standalone qu'on pourrait déployer chez OVH ou que quelqu'un pourrait mettre chez lui s'il a envie de l'avoir chez lui. Il n'y a pas de limitation technique à ça. Donc le but, c'est qu'on puisse avoir plein de serveurs. En particulier, on sait qu'il y a certaines entreprises qui auront probablement envie d'avoir le serveur chez elles. Pour nous, c'est une mauvaise idée parce qu'en termes de disponibilité, on perd plein d'avantages par rapport à avoir un serveur dans le cloud. Et surtout que notre modèle de sécurité fait qu'on n'a pas du tout besoin de faire confiance au serveur. Même si il est chez Amazon, ça ne pose pas de problème de confidentialité. C'est pour ça qu'on le fait. C'est presque un peu... Bon, après, il y a certaines boîtes en France qui nous disent « Ah, mais Amazon, moi, j'ai pas le droit. J'ai juste pas le droit de mettre mes données là-bas, même si elles sont chiffrées comme il faut. » Et donc, il faudra mettre ça dans un cloud sécurisé français. Voilà, donc ce sera du Outscale, ce sera du OVH, du cloud Orange ou des choses comme ça. Mais le but, oui, c'est d'en avoir plusieurs des serveurs. Dans un premier temps, on va essayer de rester sur des serveurs que nous, on maîtrise, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de facilement faire des mises à jour synchronisées sur tous les serveurs. En fait, quand on fait une mise à jour de l'app, des fois, on a rajouté une nouvelle façon de parler au serveur. L'API serveur n'est pas complètement figée pour l'instant. Donc, on a envie de pouvoir maîtriser ça, le truc. À terme, on aura un truc où il y aura des patchs et on dira aux gens, voilà, il y a un message, il faut patcher, sinon votre serveur il va plus être compatible avec les nouvelles versions. Mais ça va forcément ralentir un peu le rythme de release de features sur l'app, donc pour l'instant, on limite un peu. Vous parliez du transcript vert et rouge d'un Ouais. côté, et qu'on allait comparer les deux pour voir si justement un attaquant aurait, je sais pas, modifié des lettres, etc. Mais s'il y a juste une lecture, en fait, une lecture des messages, est-ce que ça modifie aussi le transcript Alors, en fait, c'est un petit peu plus subtil que juste un transcript. Il y a en fait un système avec des commitments. Si on avait juste un transcript, un attaquant aurait sur le dernier message la possibilité de faire une attaque brute force pour modifier les trucs. Donc, c'est pas juste un transcript, c'est un petit peu plus compliqué que ça avec des commitments. En pratique, les messages qui passent sont tous chiffrés quand même. Ils sont tous chiffrés avec les clés long terme supposées. Donc, au départ, Alice envoie sa clé à Bob. Donc, Bob a déjà une première clé publique avec laquelle il peut faire du chiffrement. Ce truc, c'est que c'est du chiffrement avec une clé long terme. Donc ces messages chiffrés-là n'ont pas de forward secrecy, comme on dit. Si Alice se fait voler sa clé dans le futur, les messages pourront être déchiffrés. Donc on ne peut pas faire passer des données, typiquement des données de messages avec ces clés long terme. Ces clés long terme vont être utilisées uniquement pour authentifier la création du canal, authentifier les personnes. Mais donc les données qui passent sont quand même chiffrées. Si le serveur les écoute, il n'apprend aucune information. Il ne pourra même pas apprendre que Alice est en train de parler avec Bob, ce qui est un élément important pour nous. Mais en pratique, oui, les messages pourraient être occupés, mais s'ils sont écoutés, on ne peut pas faire d'attaque pour autant. Et après, s'ils sont modifiés, là, le coût des transcripts intervient, et donc la version un petit peu plus complexe, qu'on peut prouver mathématiquement que ça a les bonnes propriétés. En fait, le point important, c'est que si notre serveur décidait de faire une attaque dessus, il faut qu'il ait vraiment une seule chance de le faire, une seule chance, et donc il a un moment, il va envoyer un message. Si le message manque de bol, ça ne donne pas sur le même code à la fin, il a perdu, il a raté son coup.
Mais on pourra essayer de rentrer les détails du protocole. Ça va être compliqué si on veut le faire comme ça, mais bon, c'est ça l'idée. Une question qui concerne le canal authentique. Seule la voix actuellement est disponible? Alors, aujourd'hui, oui, il faut le faire de vive voix. C'est-à-dire que si on a un canal authentique, typiquement, si on a déjà un Olvid, on peut utiliser Olvid pour s'échanger quelque chose, parce que là, on a un canal authentique. Si j'ai bien tout compris, si c'est le même man in the middle qui est sur Internet et sur les Exactement. SMS, Ah oui, non, le seul canal auquel on peut faire confiance aujourd'hui, c'est la rencontre en personne, où on se voit en personne, ou alors par téléphone de vive voix si on est sûr de pouvoir reconnaître la voix de quelqu'un. Mais après, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il y a des attaques de social engineering, on imite l'autre et ainsi de suite. Bon, ça devient un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais quelqu'un qui contrôlerait le canal SMS et qui contrôle notre serveur peut faire une attaque si on utilise quoi que ce soit d'autre comme canal pour échanger. Donc aujourd'hui, c'est rencontre de vive voix. Et le scénario typique, c'est on est dans une salle de réunion ensemble, on a un certain niveau de sécurité, de confidentialité dans cette salle. Comment est-ce que je fais pour prolonger ce niveau de sécurité dans le monde numérique derrière? Et c'est vraiment ça l'idée au départ, le scénario de départ. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vais essayer de rentrer un peu dans les détails. Le premier point sur lequel on veut rentrer, c'est l'excellence cryptographique. Alors, ça fait un peu pompeux dit comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est on a regardé ce qui existait comme librairie de crypto préexistante. LibNACL pour faire du chiffrement, il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui. Si on veut atteindre les propriétés de sécurité qu'on veut en termes d'anonymat, de confidentialité, ainsi de suite, il n'y a pas de lib existante, il n'y a pas qui implémente des protocoles qui ont les propriétés qu'on veut. Donc on s'est retrouvé un peu comme des cons avec Thomas à se dire bon bah comment on fait? On va pas reprendre un truc existant, on va être obligé de le redesigner nous-mêmes. Alors ça va, on a un peu l'habitude de le faire ça. Pendant 10 ans, on a fait du conseil pour des boîtes qui avaient justement ce genre de problème. Il y avait un problème de crypto à résoudre et qui n'avait pas la solution et qui nous venaient nous voir pour essayer de designer ensemble une solution et éventuellement qu'on leur implémente. Et donc on a redéveloppé nos propres protocoles crypto. Typiquement le protocole de SAS avec l'échange des 4 chiffres à la fin. On a pris quelque chose qui existait dans la littérature en crypto, qui était implémenté par personne aujourd'hui. Il y a un truc un peu similaire dans le Bluetooth, mais qui est probablement foireux pour faire un pairing Bluetooth où on échange un chiffre. Plus personne ne l'utilise aujourd'hui, je pense. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui a déjà tapé un code à 4 chiffres pour faire un pairing Bluetooth. Maintenant, ça se fait automatiquement. Le code, en gros, c'est 000 pour tous les trucs. Donc, il y a ça qui existe, mais c'est le seul endroit. Il n'y a pas de lib qui implémente ça. Donc, nous, on l'a refait. On est parti de l'article de recherche qui faisait ça. Et on a dû le mettre à notre sauce parce que quand on part d'un article de recherche dans un monde théorique où il y a Alice et Bob qui se parlent, qui ont une connexion directe entre deux, l'Internet n'existe pas, ça devient un peu compliqué quand on veut le faire dans le vrai monde. Typiquement, avoir du multi-device où tu as plusieurs devices qui vont être connectés ensemble, ça complique les choses. Donc on l'a un petit peu patché. Et ce que ça veut dire, c'est que du coup, on a de la crypto qui est non standard. Et ça, c'est un red flag pour n'importe qui. Quelqu'un qui voit de la crypto non standard, il dit « Oh, faut pas acheter ça ». Alors nous, on a un peu l'habitude de ça, donc on est confiant que notre truc est bien, mais quand même, il faut prouver aux gens qu'on n'a pas fait de conneries. Et donc pour ça, il y a trois vérifications qui sont faites sur les protocoles. Une vérification théorique par un chercheur en crypto internationalement reconnu qui fait vraiment la preuve mathématique que notre protocole a bien la propriété qu'il faut. Donc ça, c'est Michel Abdallah à l'ENS qui fait ça, qui devrait normalement nous renvoyer son résultat. On le voit vendredi, avec un peu de chance, il y aura la preuve sur ce protocole-là. On a une validation... Et il le fait sur la base du code qu'on lui a donné. C'est important. Ouais, c'est pas juste un papier théorique. Non, il a regardé le code pour vérifier que notre code s'exécute. C'est bien ce qu'on dit qu'on a. Ensuite, il y a une validation avec une certification délivrée par l'ANSSI, une certification CSPN. Donc là, il y a des gens qui vont faire un audit du code et vérifier que ça fait bien ce qu'il faut. Et ensuite, il y a un bug bounty. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des hackers et qui sont sur YesWeHack pour faire le truc, mais on a un bug bounty chez YesWeHack où il y a des hackers qui essayent d'attaquer le truc. Donc on avait fait ça pendant le FIC, pendant 2 jours en live où ils ont essayé d'attaquer. Ils ont trouvé de petits trucs minimaux sur les côtés, rien de grave. Là, ça fait une dizaine de jours que c'est à plus grande échelle où ils peuvent prendre le temps. Ils n'ont encore rien trouvé, mais c'est un peu long de rentrer dans une app mobile avec pas mal de crypto comme ça. Donc il faut qu'on leur laisse le temps de rentrer vraiment maîtriser le truc. On va voir ce que ça donne, mais a priori, pour l'instant, ça a l'air de tenir la route. Voilà, donc ça, c'est le point important. Il n'y avait pas de crypto. Et en fait, si on regarde un peu tout ce qui existe dans le monde des messageries instantanées, la plupart des choses, c'est des assemblages de briques. Je vais prendre un petit coup de Tor, je vais prendre un petit coup de réseau, de trucs distribués avec du IPFS, des choses comme ça. Je fais un assemblage de ça et je regarde ce que j'ai comme propriété de crypto. Le problème de ça, c'est qu'on arrive en gros à un niveau qui est, je dirais, le niveau de sécurité de signal, qui est très bien. On peut faire des trucs un peu différents avec d'autres approches, avec des trucs de blockchain distribués. Mais en gros, on arrive à ça. Si on veut aller une case plus loin, on n'a pas les choses, les briques à disposition et donc il faut les redesigner. Et attention, je n'ai pas dit que Signal c'était de la merde, c'est très bien Signal, mais ils n'ont pas le bon modèle de sécurité. Un élément important, la garantie sur l'identité. Comme disait Thomas, dans la plupart des messageries, la garantie sur l'identité qu'on a, c'est j'ai pris un numéro de téléphone, je vais envoyer un annuaire et j'ai récupéré une clé en retour. Quelle garantie on a? Pas grand-chose. Il faut déjà avoir fait confiance au serveur qu'il ait donné la bonne clé. Et en plus, il faut que le numéro de téléphone soit bien celui de la personne qu'on a. Ce n'est pas idéal comme identifiant pour une personne un numéro de téléphone. Avec Olvid, l'idée, c'est que si vous avez quelqu'un dans votre carnet d'adresse, donc ce que ça veut dire, c'est qu'au début, vous installez Olvid, vous avez un carnet d'adresse qui est vide, il n'y a personne dedans. Et si vous mettez quelqu'un dans votre carnet d'adresse, c'est que vous avez eu une raison valable d'associer une clé publique à une identité de la personne.
Et c'est ce qui se passe quand on échange ce code à 4 chiffres. Vous êtes au téléphone avec Alice ou avec Bob, vous avez la personne en face et vous êtes en train de faire l'association, de valider l'association entre une clé publique et la personne que vous avez au téléphone. Et donc là, vous êtes sûr, j'ai Alice dans mon carnet d'adresse et c'est bien Alice que j'ai eu au téléphone, c'est bon, il y a une garantie là-dessus. Et toutes les méthodes qu'on a dans Elvid pour ajouter quelqu'un au carnet d'adresse imposent qu'à un moment, il y a eu une validation par une certaine source de confiance à laquelle il est naturel de faire confiance pour ajouter ce contact. Donc on a plusieurs, je ne sais plus si on montre le slide où il y a ça, il y a plusieurs méthodes pour entrer en relation. Et on verra après comment ça se passe selon le scénario dans lequel on est, la relation qu'on a avec la personne. L'idée, c'est de s'appuyer sur la relation naturelle qu'on a avec la personne. Vous êtes à 42, vous vous croisez tous. La relation naturelle, si vous vous voyez en physiquement, vous échangez vos clés, hop, et c'est bon, c'est réglé. Là, vous avez créé un canal sécurisé qui dure, que vous pourrez utiliser pendant des années sans problème de sécurité. Le choix des serveurs, nous, on n'impose pas de faire confiance à des serveurs. Alors, le choix des serveurs, aujourd'hui, est assez limité en termes de serveurs de distribution, mais on n'impose pas de faire des confiances à des serveurs d'annuaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire confiance aux serveurs. En entreprise, c'est important que si on a un annuaire d'entreprise auquel on fait déjà confiance, on puisse s'appuyer dessus. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, nous, il y aura des possibilités de s'interfacer avec un Active Directory ou un Identity Provider plus générique qui implémente par exemple du OpenID Connect pour prouver son identité à quelqu'un qui a décidé de faire confiance à cet annuaire. Le droit à l'oubli, ça c'est le classique de la forward secrecy. Nous, on a poussé ça à fond, c'est-à-dire qu'une clé qui est utilisée pour envoyer un message est utilisée une seule fois. Quand vous envoyez un message, la clé, après avoir été utilisée, elle est détruite. Et à la réception, dès que le message est déchiffré, la clé est détruite. Ce que ça vous dit, c'est qu'il n'y a aucune chance que votre message réapparaisse quelque part. S'il est effacé à l'envoi, effacé à la destination, il ne ressortira plus jamais. Si on fait le parallèle avec WhatsApp, il y a des backups dans le cloud qui sont plus ou moins chiffrés, tout ça. Quand on désinstalle WhatsApp et qu'on le réinstalle, comme par hasard, on arrive à retrouver ces pièces jointes. Ça prouve on n'a jamais de garantie qu'on a réellement effacé la pièce jointe. Avec nous, si vous avez effacé les messages, vous ne les retrouverez jamais. Voilà, donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Mais ça permet d'avoir un vrai droit à l'oubli sur le respect des données personnelles. C'est ce que Thomas disait. Nous, on ne collecte aucune donnée personnelle. WhatsApp, on l'installe. Première chose qu'il fait, c'est prendre tout notre carnet d'adresse, l'envoyer dans le cloud à Facebook pour voir si on a des amis. Nous, on chope. Alors, il y a quelqu'un qui a une question là-bas. Où vont les métadatas? Alors, les métadatas, il n'y en a pas qui passent en clair. Il n'y a aucune métadonnée en clair. Donc, en gros, quand tu envoies un message avec Elvid, ce que tu dis, c'est je donne la clé publique du destinataire, qui sert de pseudonyme en fait dans Elvid, et des données chiffrées. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucune métadonnée. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 utilisateurs. On n'a pas la moindre idée de qui c'est. On n'a aucune idée. Et donc, on croise des gens qui nous disent « Ah, j'utilise Elvid », donc on est ravis de savoir. Il y a des gens, des RSSI de grands groupes, des choses comme ça qui l'utilisent. Par défaut, on ne le sait pas. On n'a pas la moindre idée. Donc, vraiment, aucune métadonnée collectée. Il n'y en a pas. Toutes les métadonnées sont chiffrées avec le contenu du message, en fait. Mais si on connaît la clé publique, enfin, on connaît l'identité de la détentrice de la clé publique, dans ce cas, on peut savoir à qui tout le monde parle. Tout à fait. C'est-à-dire que si on connaît l'association entre une clé publique et une identité réelle, on peut savoir à qui est destiné un message. Et tout est fait dans nos protocoles pour qu'à aucun moment, on ait besoin de donner cette association à notre serveur. C'est ça qui est très important. Notre serveur ne verra jamais passer d'éléments d'identification. Et donc, à aucun moment, aucun serveur sur lequel on puisse s'appuyer n'ait le moyen de faire ce lien-là. Typiquement, un petit côté un peu subtil, c'est on utilise les notifications push de Apple et de Google. Parce que c'est le cas de plus facile. Les gens ont ça qui marche sur leur téléphone. S'il y a des gens qui sont sur un Lineage OS ou un truc comme ça, sans les API Google, ils vont être emmerdés, ils n'auront pas de notification push. Mais aujourd'hui, on s'appuie là-dessus parce qu'on n'a pas pris le temps de développer des trucs plus pointus. Ce que ça veut dire, c'est que Google, lui, il connaît le nom de la personne qui reçoit une notification push. Et donc, c'est très important que Google ne voit pas passer sa clé publique à cette personne-là. Donc, à aucun moment, Google ne doit voir la clé publique, sinon il pourrait faire l'association. Et notre serveur, pareil, il voit passer des clés publiques. À aucun moment, il faut qu'il voit l'identité réelle des gens. Et donc, c'est ça. Et du coup, les métadonnées, tout ce qu'on envoie, typiquement, on envoie son nom à quelqu'un. Il y aura le premier message quand on envoie une invitation, où là, on envoie par SMS sur un canal non sûr, la clé publique et le nom qui sont l'un à côté de l'autre. Là, c'est un endroit où il y a un risque. Donc, idéalement, utiliser un canal qui n'est quand même pas trop pourri, pas aller poster ça sur son mur Facebook ou un truc comme ça. Mais après, nous, on ne va pas aller chercher ces associations pour lever l'anonymat des gens. Et donc, c'est vraiment ça l'idée au départ. Et donc, comme on n'a pas d'annuaire, on peut effectivement se permettre de n'avoir aucune donnée personnelle qu'on collecte. On ne prend pas de numéro de téléphone, pas d'email, pas de nom, pas de prénom, rien du tout. Et en fait, quelqu'un installe Elvid, il génère sa paire de clés, il va juste valider avec le serveur qu'il est bien détenteur de la clé privée associée à la clé publique. Et d'un seul coup, il va pouvoir recevoir des notifications push dès qu'il y a un message qui est envoyé pour cette clé publique. Mais tout ce qu'il a donné au serveur, c'est la clé publique. Et une preuve zero knowledge qui détient bien la clé secrète associée. Et ça suffit pour qu'il reçoive les notifications push, qu'il ait listé les messages. Et quand on envoie un message à quelqu'un, on n'est même pas obligé de dire qui on est pour l'envoyer. Donc en fait, le dépôt de message se fait de façon totalement anonyme. Donc n'importe qui peut venir avec un petit, il pourrait faire un truc en ligne de commande pour poser son message. Pof. Il n'y a pas besoin de prouver son identité ou rien du tout. On pose le message avec une clé publique de destinataire
et la personne est notifiée, vient chercher, essaye de déchiffrer. Si ça n'arrive pas à se déchiffrer, c'est jeté. Si ça arrive à être déchiffré, là, ça va être utilisé pour l'application. Donc là, on arrive à avoir un truc où en fait, on a un anonymat complet vis-à-vis des tiers. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est on a à la fois une garantie sur l'identité très forte pour les utilisateurs avec qui on parle, et vis-à-vis du monde extérieur, c'est complètement anonyme. Alors attention, il y a un peu de subtilité sur la notion d'anonymat. En fait, c'est du pseudonymat qu'on a. Le vrai anonymat, au sens le plus fort du terme, ça serait qu'on ne puisse pas lier deux identités, deux clés publiques entre elles. Ça, sur une messagerie instantanée, c'est pas possible. Typiquement, un message de groupe qui est envoyé à plusieurs personnes, automatiquement, on pourra lier les identités, les clés publiques des gens. Donc les pseudonymes on peut lier les pseudonymes entre eux. On pourrait faire de l'analyse de timing sur des échanges de messages. Si moi je parle avec Thomas, j'échange, on a des allers-retours de messages. On fait une analyse de timing sur les dates à lesquelles on reçoit des messages directement pour allier nos identités. Donc il y a plein d'apps qui essayent empêcher les gens de lier les identités entre elles. Signal essaye de faire ça par exemple, mais c'est un combat qui est vain, ça ne marchera jamais. Alors qu'au moins avoir du vrai pseudonymat, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait nous. Et mon point de vue, c'est que c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes d'anonymat sur une messagerie instantanée. Et donc nous, on essaye de faire ça. On va voir ce qu'il y a sur le slide d'après, je ne suis plus sûr exactement de comment sur le slide. Voilà. Donc les différentes façons d'entrer en relation dans Olvid, c'est en fait, l'idée c'est de s'appuyer sur le lien naturel qu'on a avec la personne. On a prévu d'en avoir 5, il y en a 2 qui ne sont pas encore implémentées, la rouge et la verte. Aujourd'hui, on a 3 méthodes. Celle qu'on vous a montrée avec l'échange d'un code PIN. C'est ce qu'il y a de plus simple quand on a un canal authentique avec les personnes, soit en direct, soit à distance. On peut aussi faire les présentations. Ça, c'est quelque chose qui se passe très souvent dans le vrai monde. On connaît quelqu'un, on connaît une autre personne, et on dit ça serait pas mal que vous vous parliez parce que vous avez un intérêt commun ou un truc comme ça. Et là, celui qui est au milieu, on va dire le médiateur, peut jouer le rôle de tiers de confiance. Mais dans une relation où c'est naturel qu'il soit de tiers de confiance, les gens se connaissent uniquement via lui. Donc c'est naturel que ce soit lui qui pousse les clés publiques vers les gens. Et donc là, les gens peuvent dire oui, je fais confiance à Thomas pour me présenter telle personne. Voilà. Ça, c'est un truc naturel. Et quand on crée un groupe, c'est le même mécanisme. Celui qui est administrateur du groupe va rassembler les gens au sein d'un groupe, et dans ce cas, tout le monde va faire confiance à l'administrateur pour dire c'est bon, il m'a donné les bonnes clés pour parler à ces gens dans le groupe. Ça va un peu changer les mécanismes de création de groupe dans une future version, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc soit avec un médiateur, soit en direct, et on prévoit 2 méthodes en plus, une qui est en face à face. En fait, en face à face, quand on est dans la même pièce, c'est un peu con de se retrouver à échanger le code à 4 chiffres, taper ça, alors qu'il suffirait de faire un double scan de code QR, et il y a moyen de faire un truc cryptographiquement aussi correct, avec juste 2 scans de code QR. Je scanne le code QR de l'autre, ça m'affiche un code un petit peu différent que je lui fais scanner, et c'est bon, on a fait notre échange de clés, il n'y a pas besoin de s'emmerder à taper les 8 chiffres. Et ensuite, le vrai point qui est un point clé pour le business pour nous, c'est de rentrer en relation avec un collègue de travail. En fait, quand on est dans une entreprise, les gens, on ne les connaît pas. On n'a pas moyen d'avoir un canal authentique avec eux pour échanger ce code PIN. Moi, supposons que je suis dans une grande boîte chez Thales ou j'en sais rien, j'ai un collègue qui bosse à Marseille, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, tout ce que je sais, c'est qu'il a un poste où j'ai besoin de lui parler. Et bien dans ce cas-là, je vais m'appuyer naturellement sur l'entreprise pour ma relation avec lui. Et donc là, je vais m'appuyer sur un annuaire d'entreprise. L'idée, c'est d'utiliser le standard OpenID Connect. C'est ce qui est utilisé aussi par Google quand on fait du sign-in with Google ou par plein de trucs comme ça. C'est un standard qui est ouvert et qui permet de prouver à un tiers qu'on a bien réussi à s'authentifier auprès d'un serveur d'authentification. Ce que ça veut dire, c'est qu'au sein d'une entreprise, on peut dire « Moi, je bosse chez Thales, je fais confiance au serveur OpenID de Thales et ça me permet de me rentrer en relation avec n'importe qui chez Thales. » Mais on pourrait aussi dire « Je suis Total, je fais confiance à Thales et dans ce cas, je peux rentrer automatiquement en contact avec quelqu'un de chez Thales parce que je fais confiance à son serveur OpenID Connect. » Il y a moyen de le faire, y compris avec des entreprises extérieures. Donc, ce n'est pas limité à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est d'avoir le choix de toutes ces méthodes pour que quelqu'un puisse, en entreprise, utiliser cette méthode pour avoir un canal sécurisé avec tous les gens d'entreprise et quand même pouvoir parler à l'extérieur en utilisant les autres méthodes. Ces méthodes qui sont plus en fait destinées au départ à du grand public, mais qui vont être très utiles dans le monde de l'entreprise quand on parle à quelqu'un qui n'est pas dans la même boîte, qu'on est en réunion avec un prestataire ou un truc comme ça. Et là, pof, on peut créer un canal sécurisé. Alors, si on revêt le focus, bon ça sur les échanges de code PIN, je pense que vous l'avez bien vu. Aujourd'hui, si vous utilisez Olvid, alors le design a un petit peu changé parce que on a changé de logo entre deux, donc on a changé un peu les couleurs. Mais l'idée, c'est ça, c'est on scanne un code QR ou on envoie un SMS, c'est la même chose, hein, c'est une URL qui est codée dedans. À la fin, on finit avec un code PIN à échanger, et quand on a échangé le code PIN, c'est bon, on peut échanger des messages, échanger des pièces jointes. Alors pour l'instant, en termes de fonctionnalité, on n'a pas encore tout ce qu'il y a dans un WhatsApp ou autre, parce qu'on n'est pas très nombreux à avoir codé l'app. Donc là, on va attendre de retrouver des gens qui vont pouvoir nous aider à avancer là-dessus. Et on peut créer des groupes. Voilà. Mais en termes de sécurité, là, on a toutes les propriétés de sécurité. Maintenant, reste à développer les fonctionnalités un peu plus avancées pour avoir quelque chose qui est plus user-friendly, faire des gifs animés, des choses. Donc, si on veut résumer, 3 engagements. Confidentialité. Les données qui sont échangées, personne ne pourra les lire, pas nous, même pas nous qui opérons le service. Protection des données personnelles. On n'a aucun but d'avoir un business model basé sur l'exploitation des données personnelles. C'est le cas de WhatsApp. C'est pour ça qu'ils ont des métadonnées qui passent en clair. Ils sont ravis d'aspirer les carnets d'adresses parce que c'est ça leur business au départ.
Nous, c'est pas ça. Donc, on va avoir une version payante pour les entreprises qui voudront certaines features et une garantie sur l'identité pour avoir que chacun puisse maîtriser en fait à qui il veut faire confiance pour l'échange d'identité. S'il fait confiance à personne, il fait confiance juste aux gens à qui il parle. Avec nous, il a la possibilité d'avoir de la sécurité. Avec un autre logiciel, il va être obligé d'abord de faire l'échange de clés via l'annuaire et a posteriori de faire un échange vérification de code PIN qu'il va oublier de faire et puis hop, il s'est fait avoir. Là, on a un petit slide pour expliquer un peu les différences par rapport à la concurrence. Alors, vous vous en doutez, nous, on est la colonne à gauche, on a le meilleur score. C'est pas hyper scientifique, mais en fait, on a essayé, nous, de trouver les critères qui correspondaient le mieux pour se comparer. Vous voyez que Signal, en fait, sinon, c'est la meilleure des messageries. Il n'y a pas de doute, c'est la meilleure. Mais ils sont dans un modèle, c'est le meilleur dans le modèle où on a un tiers de confiance. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les choses proprement avec de la sécurité avec Signal, mais ça demande de comprendre un peu les mécanismes pour l'utiliser bien. Et nous, en fait, l'idée avec nous, c'est même quelqu'un qui comprend rien, même ma mère qui comprend rien à la sécurité, aura un truc où avec moi, les échanges hyper confidentiels qu'elle a avec moi, il n'y a pas de problème de sécurité. Ah, le micro. Est-ce que vous connaissez la messagerie Session? Ouais. Je connais pas en tous les détails, mais j'ai vu les grands principes. Est-ce qu'on n'est pas sur un même modèle, ou en tout cas un modèle similaire, parce que je ne connais pas, j'ai juste lu les grandes lignes, que ce que vous proposez, et où est-ce que vous le placeriez sur le graphe? Alors, Session, c'est une approche qui est un petit peu différente, parce que l'idée, c'est de dire, je veux aucun serveur central à aucun endroit. Nous, on a un serveur central quand même pour la distribution des messages. Ce serveur, il joue un rôle clé pour la réactivité et la disponibilité. Envoyer des notifications push, faire que quand on envoie un message, quelques millisecondes après, l'autre est notifié et il reçoit le message. Eux, ils n'ont pas ça. Ils passent entièrement par je pense que c'est du DHT comme les torrents, des distributed hash tables pour distribuer les messages. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un truc qui est complètement distribué pour la distribution, pour l'enregistrement. Et je crois que les clés sont basées sur un annuaire qui est inscrit dans une blockchain. Voilà. Alors ça, c'est intéressant la blockchain parce que la question, c'est est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un qui a le contrôle sur cet annuaire sur la blockchain? Le principe même de la blockchain, c'est de dire il y a une majorité bienveillante. Et tant qu'on maintient cette majorité bienveillante des gens qui vont vraiment essayer de faire que la blockchain reste non corrompue, c'est bon, on a une garantie que les choses sont inscrites correctement. Mais le jour où on a une majorité malveillante, typiquement un adversaire très puissant qui prend le contrôle de la blockchain, toute la sécurité va s'effondrer. Exactement comme quand quelqu'un prend le contrôle du serveur d'annuaire de WhatsApp. Alors après, c'est un peu plus compliqué de prendre le contrôle d'une blockchain que de prendre le contrôle du serveur de WhatsApp. Et donc, ça dépend un peu de l'adversaire auquel on s'adresse. Donc là, je crois que j'ai des slides après pour montrer un peu, réfléchir un peu à ces problèmes ensemble. Mais si notre adversaire, c'est la NSA aux États-Unis, il n'y a aucun doute qu'ils ont le moyen de prendre le contrôle d'une blockchain, de n'importe quelle blockchain sur la planète. Ils ont les puissances de calcul, ils ont l'argent qu'il faut pour ça. Et donc, si on veut se protéger contre la NSA, ce n'est pas la blockchain la solution. Là où nous, de toute façon, on a fait notre échange de pair à pair l'un avec l'autre, et là, on a une vraie garantie. Donc, je dirais, ces approches complètement décentralisées avec une blockchain, de la distribution comme ça, c'est intéressant, mais ça ne protège pas contre un adversaire vraiment puissant. Et en termes de qualité de service, le fait d'avoir complètement supprimé le serveur de distribution, ça pose un problème. Et le serveur de distribution, lui, il ne pose pas de problème sur la confidentialité. Le seul truc, c'est qu'il peut essayer de tracer des adresses IP. Et tracer des adresses IP, ça fait qu'il pourrait y avoir un problème d'attaque sur l'anonymat. Donc, en pratique, je dirais que plutôt que de s'appuyer sur un truc complètement distribué comme ça, qui est difficile à maîtriser, on a du mal à voir qui peut vraiment écouter, c'est plus simple de s'appuyer sur un serveur central avec, à la limite, un VPN ou du Tor pour s'y connecter. Mais en termes de qualité de service, on aura un truc meilleur avec un serveur central et un VPN qu'en s'appuyant sur un truc distribué. Après, je n'ai pas testé Session, je n'ai pas testé en conditions réelles, est-ce qu'on a une bonne réactivité, tout ça, mais c'est très difficile d'avoir une aussi bonne réactivité quand on a un truc vraiment distribué comme ça. On poste son message, déjà, ça va être de proche en proche pour se propager, tout ça. Donc nécessairement, on aura quelque chose qui sera moins réactif. Ce n'est pas forcément grave dans certains usages. Pour un usage de messagerie instantanée où on veut vraiment une très haute réactivité, ce n'est pas forcément idéal. Et il y a pas mal des messageries qui sont dans cette mouvance en ce moment. Il y avait Jérémy me parlait de Bertie l'autre fois, qui est, je crois, dans la même idée de dire je veux rien de centraliser nulle part. Et le centraliser, c'est pas forcément grave en termes de sécurité, tant qu'on n'a pas besoin d'y faire confiance. Mais du coup, dans le cas de Signal, le fait de vérifier l'empreinte ou les clés publiques fait que le serveur d'annuaire ne devient pas un tiers de confiance. Exactement. En fait, quand tu vérifies ton fingerprint, tu es en train de vérifier que le serveur n'a pas essayé de t'entuber. C'est bon. Donc là, tu es bon. Tu as vérifié, ce lien-là, il est correct. Le seul truc, c'est qu'en faisant ton interrogation à l'annuaire, peut-être que tu as révélé quelques métadonnées quand même. Alors, Signal, ils ont mis en place des mécanismes pour essayer que, contrairement à WhatsApp qui upload le carnet d'adresse sans se poser de questions, eux, ils essayent de faire un truc où la recherche dans l'annuaire se fait de façon à peu près anonyme. Au final, ils sont obligés de s'appuyer sur des technologies Intel SGX, qui sont des trucs d'environnement trusté dans le cloud. Donc, en gros, la cryptographie ne peut pas amener de solution à leur problème. On a un annuaire à interroger. Dans tous les cas, il faut révéler des métadonnées.
Et en s'appuyant sur du SGX, ils arrivent à dire, ouais, au final, on n'arrive pas à les récupérer, ces métadonnées, on ne peut pas les exploiter. Donc, ils ont un truc, c'est bien pensé, ils vont le plus loin possible. Dans le modèle de l'annuaire, ils vont le plus loin possible. Mais ça reste un modèle où, au final, on est quand même en train d'interroger un annuaire. Mais après, en termes de sécurité, si on vérifie systématiquement les fingerprints avec tout le monde, jusqu'au bout, jusqu'au dernier chiffre, on a effectivement quelque chose qui offre un modèle de sécurité classique. Mais dans ce cas, quel est vraiment l'intérêt de s'appuyer sur un annuaire si, au final, c'est pour aller vérifier à la main? On se retrouve en gros avec le système qu'on avait avec PGP. Voilà. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de dire, mettre en place des mécanismes qui vont rendre ça le plus simple possible, malgré le fait qu'on n'ait pas d'annuaire. Typiquement, le fait de présenter un contact à quelqu'un d'autre. Il y avait ça dans PGP où on peut signer la clé de quelqu'un et du coup, on n'a pas forcément besoin de faire vérifier le truc. Ça n'a pas été utilisé des masses. Enfin, il y a des gens hardcore de PGP qui font ça, mais tout le monde ne le fait pas, quoi. L'utilisation du couple XMPP et OTR, où est-ce que ça se situe par rapport à tout ça? Alors tous ces protocoles, c'est des protocoles qui vont partir du principe qu'on a déjà échangé les clés publiques, qu'on connaît déjà ces clés publiques. Et c'est des protocoles qui, en général, vont permettre, une fois qu'on connaît déjà les clés publiques, de faire tout ce qu'il faut en termes de chiffrement. Et donc c'est ce qu'on a typiquement dans Signal, ils ont leur protocole X3DH pour initier le canal sécurisé, après un protocole qui permet de chiffrer des trucs avec du ratcheting, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est la deuxième étape, l'étape du chiffrement. Et quand on fait de la cryptographie, en fait, l'étape du chiffrement, c'est pas celle qui est compliquée, c'est un problème qui est résolu depuis les années 70. L'étape qui est compliquée, c'est la distribution des clés. Et c'est pour ça qu'eux, ils passent ça sous le tapis et ils utilisent un annuaire. Et avec XMPP, en fait, c'est quoi? C'est j'ai un annuaire auquel je vais m'annoncer, voilà, je suis connecté à mon serveur, XMPP, et les gens essaient de me parler, ils vont interroger, et c'est ce point central qui sert à établir les connexions, qui joue le rôle d'annuaire, et auquel on est obligé de faire confiance. Scred, qui est un élément, qui est un peu un ovni dans le monde des messageries, ils ont un système comme ça. Ils ont complètement supprimé le serveur de distribution, et ils ont juste un serveur qui permet d'ouvrir des connexions sur quelqu'un. Donc dans Scred, on a un pseudonyme avec un ID random, c'est pas de la crypto, juste un pseudonyme auquel qu'on envoie à un serveur qui nous ouvre une communication web RTC avec la personne. On n'a aucune garantie qu'on est en train de parler à qui on pense. Donc il y a vraiment un anonymat complet, mais y compris pour les gens qui l'utilisent. On ne sait pas à qui on parle. Par contre, on sait que personne peut écouter, qu'il y a un vrai anonymat. On est complètement anonyme. Donc c'est un peu spécial. Je sais pas, il y a beaucoup d'utilisateurs de Scred. Je ne sais pas si c'est pour du porn ou quoi, mais bon, c'est une utilisation bizarre. Mais en gros... Je te rappelle que tu es filmé. Quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais donc c'est vraiment l'ovni dans le monde des messageries. Donc c'est une messagerie de Fun Radio pour ceux qui savent. Et voilà. Donc, mais eux qui ont, du coup, ils sont très bien en anonymat. Ils sont juste complètement nuls en sécurité. Bon, dans la même veine de comparer à d'autres systèmes de messagerie, Ouais. comment ça se compare aux messageries qui, du coup, elles, sont complètement décentralisées sans serveur, peer-to-peer style Tox? Ouais, et c'est ce que je disais avant. Les messageries complètement décentralisées, le problème c'est la réactivité, le temps. Alors, je connais pas les détails de comment elle marche d'un point de vue crypto. En fait, le fait que ce soit décentralisé, ça fait tu es en train de parler de la partie de distribution des messages, pas de la partie de distribution des clés. Et donc, Du coup, il y a des messageries qui font de la distribution de clés en peer-to-peer. exactement. Mais le problème, c'est quelle garantie tu as sur une communication peer-to-peer que tu es en train de récupérer la bonne clé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que quand tu es en train de télécharger un torrent en peer-to-peer, tu es sûr de récupérer les bons chunks? Au final, ce qui dans un torrent te garantit que tu récupères les bons chunks, c'est que tu as récupéré un point torrent avec un hash complet du fichier et des hashes partiels du truc. Tu récupères un chunk qui peut être vérolé, qui n'est pas le bon, et tu vérifies un hash à la fin. Quand tu es en train d'utiliser ça pour récupérer une clé cryptographique, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu dois déjà connaître un haché de cette clé ou un truc comme ça, que tu as obtenu de façon fiable, où tu es sûr de la qualité. Donc si tu as déjà récupéré ce haché, autant récupérer la clé directement. La question, c'est vraiment, c'est quoi le point d'origine qui fait que tu es sûr que tu as la bonne clé? Dans une blockchain, typiquement, si tu as inscrit ces clés sur la blockchain, tu vas avoir un endroit écrit dans une blockchain avec une association entre un élément d'identification et la clé, donc soit un pseudonyme, soit une adresse mail ou un truc comme ça, et tu vas aller regarder dans la blockchain, est-ce que je trouve ce pseudonyme-là, et tu récupères la clé associée. Mais ça veut dire que d'une certaine façon, d'un endroit public, l'association entre la clé publique et l'identifiant est affichée quelque part, ce qui est un problème pour l'anonymat, par exemple. Donc c'est compliqué d'avoir un truc distribué qui fait tous les problèmes. Et on pourrait faire du complètement distribué avec notre architecture de distribution de clés. On peut faire la même chose de distribution de clés en local et passer par une distribution de messages par du peer-to-peer. La question, c'est est-ce que ça va réellement apporter en sécurité d'avoir du peer-to-peer? Le seul truc que tu vas pouvoir faire, c'est masquer ton IP vis-à-vis de quelqu'un qui sera en train d'écouter tous les messages sur notre serveur. Voilà. Et pour ça, moi, j'ai tendance à dire, utilise un VPN, tu passes par NordVPN et tu es tranquille, tu as des millions de personnes qui vont regarder du streaming de Netflix avec toi en même temps. Et donc, voilà. Donc tu es à peu près masqué. Et il suffit qu'il y ait un mouchard aussi chez NordVPN et tu as le même problème. Mais sur du distribué, c'est pareil. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler, tu ne sais pas qui est en train de tracer les communications. C'est le problème de sur Tor. Sur Tor, par exemple, celui qui contrôle la majorité des exit nodes va pouvoir maîtriser un peu l'identité des gens et savoir un peu ce qui se passe comme trafic. Ce que je trouve intéressant sur toutes les messageries qui servent de la blockchain, c'est qu'au moins elles permettent d'éviter toute censure. C'est que genre, a priori, si la NSA veut genre shut down quelque chose,
bah, ils peuvent juste pas parce qu'il n'y a rien qui est genre un endroit ou une personne qui est responsable. Ouais. Est-ce que vous, même si genre il y a tout le côté sécu, vous restez un node centralisé qui peuvent shut down finalement? Alors aujourd'hui, oui, notre serveur, s'il tue notre serveur chez AWS, et je pense que la NSA, ils ont le pouvoir de fermer un serveur chez AWS, notre service ne marche plus. Par contre, c'est pas compliqué de réouvrir un autre serveur chez quelqu'un d'autre, faire pointer le DNS dessus et hop, ça se remet à marcher. Donc pour nous, on a cette agilité-là, c'est-à-dire que si on a besoin, mais par contre, ça veut dire réouvrir un serveur ailleurs et le faire tourner. Donc là, c'est pour ça que le travail de Jérémy en stage est important, c'est que nous, on veut un serveur qu'on peut mettre chez quelqu'un d'autre qu'AWS pour avoir cette liberté-là de faire une bascule si jamais un jour on a besoin. Ok. Mais légalement, ils peuvent avoir ils peuvent genre juridiquement vous mettre au niveau de la barre et puis genre devoir fermer l'entreprise, devoir. Alors, Il y a pas mal de choses en fait, possibles. juridiquement, il n'y a pas grand-chose, il y a vraiment très peu d'obligations. Si tu regardes en gros la législation en France, tant qu'on reste en France, le gouvernement n'a pas du tout le droit de dire ce message-là, vous le déchiffrez. Non, la loi, elle ne dit pas ça. Il y a tous les politiques qui rêvent de ça, de dire on va interdire le chiffrement, ainsi de suite, mais en fait, la loi, non, c'est pas ça. Et si tu regardes ce que dit l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, eux, ils sont clairs, c'est le chiffrement, c'est important, il faut le garder, et on veut surtout pas mettre de backdoor nulle part et tout ça. Donc la loi, pour ça, elle est claire, même aux US, la loi n'a pas le droit de dire ce truc-là, vous me l'ouvrez. Après, ils ont d'autres moyens de pression. Ouais. Et effectivement, l'humain est faible quand même. Si pendant 10 ans, tu as la NSA qui vient derrière toi pour que tout à un à fait. moment, tu vas briser. Quoi. Enfin, tu vas... Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on a une architecture serveur qui peut reposer sur plusieurs serveurs à plusieurs endroits. Le jour où on a besoin, on dira à gens, bah, chacun ouvrez votre propre serveur, et bon, c'est bon, démerdez-vous, et voilà, et le truc peut devenir autonome comme ça. En plus, pour nous, il n'y a plus de coûts. Donc, dans un modèle où on se fait fermer l'entreprise par la NSA, le projet peut continuer à vivre à travers d'open source et des gens qui ont leur propre serveur distribué à différents endroits, à la Mastodon ou des trucs comme ça. Mais on n'en est pas encore là, et nous, notre espoir, c'est quand même de réussir à faire une boîte avec ça et que la NSA ne nous fasse pas chier. Donc, comme vous l'aurez compris, nous, le but, c'est qu'on ait une messagerie gratuite pour le grand public avec certaines fonctionnalités, et certaines fonctionnalités spécifiques qu'on va faire payer aux entreprises. Alors, il y en a qui vont peut-être râler, mais par exemple, le chiffrement de la voix pour faire des appels téléphoniques, c'est notre première feature payante. Donc, dans WhatsApp, vous avez l'habitude de passer des appels gratuitement. Nous, on ne peut pas faire ça. Sinon, on n'a plus rien à vendre en boîte. Donc, il y a ça. Le fait d'avoir un client desktop et du multi-device, ça sera aussi dans les fonctionnalités entreprise. Et l'intégration avec les Active Directory, les gestionnaires de flotte, ainsi de suite. Vous, je pense que vous n'avez rien à foutre pour l'instant. Les entreprises, ça compte vachement pour elles qu'elles puissent déployer ça facilement en interne. Donc, c'est ça qu'on va faire payer. Le but, c'est de faire payer ça pas cher aux entreprises. L'ordre de grandeur, c'est quelques euros par mois. C'est genre 3-4 euros par mois. Notre roadmap, on en est là, en gros. On a eu notre prix du FIC, on est tout fiers, on a gagné un prix pour une fois, ça fait de la visibilité. Grâce à ça, on est passé à 10 000 utilisateurs. En quelques jours, il y a eu un article dans Challenge, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 3. En avril, normalement, on devrait avoir le chiffrement de la voix en bêta que tout le monde peut tester. Ensuite, on va faire des certifications, des trucs comme ça, et là, ça passe vraiment dans les features qu'on va vendre aux entreprises. Donc nous, notre but, c'est, en parallèle de ça, de continuer à développer les fonctionnalités grand public, intégration de GIF animé, faire des petits sondages, des trucs comme ça. Toutes les fonctionnalités, tout le monde nous le demande. Mettre par exemple des images de profil, on n'a pas encore. Enfin, les photos de profil, on est obligé de rester juste une initiale comme photo de profil, c'est un peu triste. Donc voilà, donc ça c'est notre roadmap, on pourra rentrer plus dans les détails si vous avez des questions. Là, j'ai juste un point à faire, c'est sur différentes approches. En fait, c'est une façon un peu plus globale de penser à la sécurité et de se dire c'est quoi qu'on essaye de faire quand on est en train d'avoir notre modèle de sécurité où on n'a pas de serveur d'annuaire. Et en gros, il y a plein de solutions qui vendent de la sécurité et qui sont en fait adaptées à différents scénarios d'usage. Typiquement, Office 365, Google Suite, toutes les entreprises sont en train de migrer à ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à Microsoft pour ces données? Est-ce qu'on a le choix de toute façon déjà? Faire une entreprise qui marche sans s'appuyer sur l'un des deux, ça fait difficile aujourd'hui. Il y a CHAP, qui est une messagerie de l'État interministérielle, tout ça. Shadline, qui est un outil de partage de fichiers, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un peu à destination des entreprises aussi en France. Et OnePassword, un coffre-fort à password, un mot de passe. Quand on regarde ces 4 schémas-là, ils apportent tous de la sécurité contre certains types d'adversaires. Et la question qu'il faut se poser quand on essaye de choisir un outil de sécurité pour communiquer, c'est qui l'adversaire contre qui je me protège, qu'est-ce que j'essaye de faire, ainsi de suite. Donc c'est une question qu'il faut se poser quand on veut évaluer la sécurité, c'est où sont stockées les données, comment est-ce qu'elles sont chiffrées et qui détient les clés, parce que c'est important quand c'est chiffré de savoir qui a les clés. Comment l'utilisateur accède à ces données, est-ce qu'il y accède avec un login mot de passe, est-ce qu'il y a une clé cryptographique, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible de faire une attaque de masse, qui est un des éléments fondamentaux contre lequel on veut se protéger avec Olvid. Est-ce qu'une attaque ciblée est facile? Ciblée sur un utilisateur, est-ce que c'est facile? Et finalement, c'est contre qui est-ce qu'on veut se protéger? Est-ce que c'est la NSA? Est-ce que c'est son voisin? Est-ce que c'est sa femme parce qu'on est en train de la tromper avec quelqu'un d'autre? Voilà, ce genre de choses. Moi, je suis là pour te rappeler qu'on est filmé. Désolé.
Donc la première question, c'est où sont stockées les données. La plupart, il y a plein de solutions. Du cloud US, du cloud souverain, on va dire souverain, donc c'est en France, dans un truc chez Thales ou chez Outscale. On-premise chez les clients, on-device. Et donc là, la question, c'est quel est le bon choix. Tout ce qui est aux US, typiquement, c'est sujet au Cloud Act. Donc ça veut dire que si on stocke sur un cloud aux US, les données, les US ont le droit d'aller voir ce qui est dessus. Donc si on est sur un cloud US, on a vraiment intérêt à avoir chiffré ces données. Tout ce qui est sur du on-premise, c'est à éviter. En gros, une boîte qui voudrait stocker les données en interne chez elle de nos jours, c'est hyper cher et c'est pas très sûr parce dès qu'il y a un truc qui rentre dans l'entreprise, il va tout voler. Donc en fait, en termes de sécurité, l'on-premise, on se retrouve à devoir tout chiffrer comme si c'était sur du cloud US. Donc ça apporte pas de sécurité réelle. Et si c'est sur le device, c'est ce qu'on a typiquement sur Alvid, les données ne sont que sur notre device. Malheureusement, ça ne s'applique pas à tous les use cases. Quand on va faire de l'édition collaborative de documents, c'est pas hyper pratique. Donc, si on regarde un peu les différents trucs, Office Google Plus, c'est du cloud US. Chab, l'idée, c'est de mettre sur du cloud souverain. Shadline, c'est pareil. OnePassword, du cloud US. Alvid, c'est on-device. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que les autres. Là-dedans, tout dépend après de comment sont chiffrées les données. Et donc, pour chiffrer les données, il y a plein de façons de faire. Pas de chiffrement, ça c'est la méthode classique du mail, par exemple. Chiffrement de disque, ça c'est ce que vont faire tout le monde pour dire les données sont chiffrées, c'est nous. En fait, c'est juste du chiffrement de disque, mais ils ont la clé de déchiffrement du disque. Chiffrement par mot de passe, qui va en fait donner une illusion de sécurité. On a chiffré avec un mot de passe, mais en fait pour 90% des gens, ce mot de passe il est faible, donc en fait il n'y a pas de chiffrement, c'est comme s'il était déjà pété. Ou chiffrement par une clé utilisateur, qui est en gros le seul moyen d'avoir vraiment de la sécurité. Si c'est pas l'utilisateur qui détient la clé de déchiffrement, en gros, c'est comme s'il y avait quasiment pas de chiffrement. La majorité des scénarios d'attaque ne vont pas être protégés. Donc si on regarde, pour les trucs, Office Google Suite, c'est du chiffrement de disque, c'est tout. En même temps, pour leur cas d'usage qui est de l'édition collaborative, des choses comme ça, ils n'ont pas le choix. On ne sait pas faire beaucoup mieux qu'avec du chiffrement de disque. Donc c'est du cloud US, chiffrement de disque. En gros, vos données sont en clair pour la NSA et pour tout le monde aux US. C'est pas grave. On le sait et on vit avec. Chab, c'est du cloud souverain. Et c'est un mix entre du chiffrement de disque et de la clé utilisateur. C'est pas bien clair. C'est difficile parce que le standard Matrix, il fait pas du chiffrement de bout en bout systématique. Donc c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui va être vraiment chiffré avec les clés utilisateurs, qu'est-ce qui va être juste du chiffrement de disque. Shadline, c'est du chiffrement par mot de passe. Attention, si on force les gens à avoir un vrai mot de passe sécurisé, oui, ça peut être correct, mais dans 90% des cas, ce sera faible. OnePassword, c'est une vraie clé utilisateur. Donc ça, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que cette clé utilisateur, elle est aussi stockée. Il faut la protéger avec un mot de passe quelque part, donc il faut faire attention. Mais par contre, c'est du cloud US avec une vraie clé utilisateur. Et en gros, ce modèle de sécurité, c'est pas un problème, même si c'est du cloud US. Donc le OnePassword, on peut avoir un niveau de sécurité suffisant avec, si on fait les choses bien. Et Alvid, c'est du on-device avec du chiffrement de disque, parce que mine de rien, en fait, une fois qu'on est déjà on-device, ça ne sert pas à grand-chose de faire plus que juste le chiffrement de disque fourni par l'OS. Question, comment l'utilisateur accède à ces données? Tout ce qui est login, mot de passe, même double authentification, ça reste que du contrôle d'accès. Tout ce qui est accéder, c'est comme quand on accède aux données de sa banque, on rentre un mot de passe, on reçoit un SMS, des choses comme ça. En gros, ça veut dire que le fournisseur de service a accès aux données. Donc ça, en fait, ça nécessite de faire confiance au fournisseur de service. Pour tout ce qui est messagerie instantanée, en gros, c'est de la merde, il ne faut pas avoir un truc qui s'appuie là-dessus. Tout ce qui passe par un client web pour s'authentifier, il faut aussi se méfier. Parce que c'est facile de faire du vol de clés. Même si on a une vraie clé cryptographique, mais qu'on passe par un client web, c'est un vrai problème. Typiquement, OnePassword, on se connecte au client web OnePassword. Si ils ont mis un client JavaScript vérolé, ils nous volent notre clé et c'est réglé. Et du coup, si on veut vraiment de la sécurité, on finit en fait à avoir forcément une application dédiée avec vraiment de la cryptographie implémentée au sein de l'application, ce qui est un peu restrictif dans certains cas d'usage. Voilà. Donc là, Alvid, nous, on est dans la dernière catégorie. OnePassword, il y a une clé, mais il y a un client web, donc ça pose un problème. Shadline, c'est du client web, du login mot de passe. On ne va pas dire que ce n'est pas idéal, c'est compliqué d'avoir un truc vraiment sécurisé avec ça. Chap, il y a du client web, il y a tout, bon, c'est pas terrible. Et Office 365, bien sûr, c'est login mot de passe simplement pour se connecter, éventuellement two factor. Mais on est déjà dans un modèle où on sait qu'on doit faire confiance au provider. Donc à la limite, on sait qu'on lui fait confiance. Tout ce qu'il faut, c'est réussir à configurer ça comme il faut, parce que du contrôle d'accès mal configuré, c'est un peu dangereux. Voilà. La question de l'attaque, si elle est facile ou pas, en fait, il faut faire la distinction entre les attaques de masse et attaques ciblées. Typiquement, attaque de masse, si on a des données décentralisées, ce qu'on parlait tout à l'heure, typiquement avec des données distribuées, c'est compliqué de voler les données sur une attaque de masse. Par contre, une attaque sur une blockchain, c'est quelque chose qui à la fois est distribué, mais où les données sont en un seul endroit. Donc c'est un hybride entre les deux, et une blockchain, manipuler une blockchain, c'est plus facile que de manipuler des torrents, par exemple. Ça peut dépendre. La question, c'est le niveau de protection des serveurs sur l'attaque de masse, et le contrôle d'accès. S'il y a de contrôle d'accès, on sait qu'il y a des problèmes de configuration, donc il faut vraiment faire. L'attaque ciblée, ça va être tout ce qui est interception de SMS, phishing, vol de mot de passe, des choses comme ça. Intrusion sur un ordinateur ou un téléphone. En gros, on ne peut pas se protéger contre ça. Si quelqu'un arrive à s'introduire sur le téléphone, à mettre un malware, en gros, tout ce qui est stocké dessus va être exposé. Dès qu'on utilise une application sur un truc vérolé, on ne pourra pas faire de sécurité.
Donc nous, aujourd'hui, dans Olvid, on fait aucun effort de durcissement de l'application locale. Donc c'est un peu pitoyable pour une boîte de sécurité, mais en fait, on le fera après parce que des gens vont nous le demander. Mais en pratique, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ça va rajouter 1 ou 2 jours de travail à l'attaquant qui va vouloir péter notre truc. Mais quelqu'un qui arrive à s'introduire sur le device, de toute façon, il pourra voler les données. Typiquement, sur une app Android, on peut avoir des apps malveillantes de clavier qui vont intercepter tout ce qu'on tape, des apps malveillantes d'accessibilité qui vont avoir accès à tout le contenu qui est affiché sur l'écran. Donc si on a un malware de ce type-là qui a un accès, qui utilise une faille de l'OS, il n'y a pas de problème, il aura accès à toutes les données, quelle que soit l'application qu'il utilise, quel que soit le niveau de chiffrement qu'on a, que ce soit Signal, Olvid ou autre. Donc en gros, le modèle de sécurité où on se dit je veux me protéger contre ça, c'est pas gagné. Mais par contre, ça c'est le genre d'attaque qui va coûter assez cher. Et bon, là on va passer en gros la question contre qui on veut se protéger. Si on veut se protéger contre les utilisateurs, ça c'est le premier niveau de sécurité, c'est se protéger contre un utilisateur qui fait de la merde. Et nous, pour ça, c'est un point sur lequel c'est important. En gros, il ne faut pas qu'il y ait aucun choix utilisateur qui puisse être fait de travers. L'exemple des mots de passe, typiquement, c'est un endroit où on fait confiance à l'utilisateur pour choisir un bon mot de passe. Bah, ça ne marche pas. On sait que les mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou QWERTY, des choses comme ça. Est-ce qu'on veut faire se protéger contre un concurrent ou contre un hacker ? Globalement, c'est la même chose, que ce soit un concurrent ou un hacker, parce que le concurrent il va payer des hackers pour voler de la donnée. Ça, c'est un type de modèle. Et après, contre un État, le truc, c'est qu'un État, il faut partir du principe qu'il pourra toujours faire une attaque ciblée. Si notre adversaire, c'est la Chine, les US ou même la France, notre téléphone, il pourra rentrer dedans. Ils vont faire ce qu'on veut sur notre device. Donc, en gros, ça, les attaques ciblées, on ne peut pas se protéger. L'essentiel, c'est de se débrouiller pour qu'un État ne puisse pas faire d'attaque de masse. Ça, c'est un des points clés. Donc, si on revient un peu, en gros, Office 365, si on a une négligence utilisateur, il y a un problème. L'utilisateur peut configurer des droits d'accès sur certains fichiers et ouvrir complètement l'accès à n'importe qui sur la planète. Donc, il y a un risque en cas de négligence avec ces modèles qui sont basés que sur du contrôle d'accès. Et ensuite, l'État US peut facilement faire une attaque de masse sur tout le monde. De toute façon, ils ont les données de tout le monde là-dessus. Des trucs comme CHAP, l'État français va pouvoir accéder aux données. Un hacker, s'il arrive à s'introduire sur le serveur. La question, c'est est-ce que le serveur de CHAP est suffisamment bien sécurisé ? C'est un truc qui est géré par un truc interministériel, la DINUM. Normalement, ils ont un petit peu d'expertise là-dessus, mais je ne mettrai pas ma main à couper qu'ils soient très très bons à ça. Des trucs comme Shadline, l'opérateur, lui, a accès aux données, parce que c'est chiffré par un mot de passe, donc s'il fait un brute force des mots de passe, il le fait. Un hacker, il va pouvoir récupérer 90% des données. Là aussi, l'opérateur, parce que s'il envoie du mauvais JavaScript, il va pouvoir récupérer les données des gens, récupérer les vraies clés des gens. Donc en gros, l'opérateur, lui, peut voler les données de tout le monde, et un hacker pourra voler les données de tous les gens qui ont un mot de passe faible. Sur un truc comme OnePassword, l'État US il va pouvoir récupérer ça. Et l'opérateur, lui, pourra éventuellement essayer de faire un truc pour essayer de récupérer la clé de chiffrement. Avec nous, l'idée, c'est que même un État ne puisse pas faire une attaque de masse. C'est ça le point important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul point de confiance central, on n'a pas de blockchain central, on n'a pas un truc comme ça. Par contre, un État peut complètement fermer le service, comme on le disait, parce que pour l'instant, on a un seul serveur. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'attaque en confidentialité. Voilà. Et juste un petit point pour les fuites de données, parce que je veux faire un peu de pub pour Cyber Angel aussi. Donc je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux, parce qu'ils ont déjà dû venir faire une conf. Des points qu'on voit, c'est que 90% des fuites de données, c'est par négligence. Ce n'est pas des fuites de données par malveillance. Je crois qu'il y a même des gens qui ont bossé pour Cyber Angel. Voilà. Dans 95% des cas, les fuites de données viennent de tiers. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise elle-même qui fait fuiter des données, mais c'est parce qu'elle a échangé avec l'extérieur. C'est pour ça que c'est très important pour nous au sein d'Olvid de sécuriser les communications au sein de l'entreprise via les connexions Active Directory, mais de pouvoir facilement faire des passerelles sécurisées vers l'extérieur. Et donc, le fait qu'on ait une app qui marche pour le grand public, c'est aussi important pour sécuriser ces communications avec les tiers chez les entreprises. Et ensuite, ça fuite à tous les niveaux. Ce n'est pas que les gens importants dans la boîte qui font fuiter des données, n'importe qui, les petits stagiaires qui ont du code sur GitHub avec des clés d'API, des trucs comme ça peut fuiter à tous les niveaux. Et donc, c'est important que l'app soit accessible à tout le monde au sein de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que nous, notre idée, c'est de dire, on va rentrer dans l'entreprise par quelques cas d'usage un peu spécifiques, gestion de crise, des choses comme ça. Mais l'idée à terme, c'est que dans l'entreprise, tout le monde puisse utiliser un truc où ils sont sûrs que ce qu'ils échangent là-dessus, ça risque pas de partir dans la nature. Voilà. Et en plus, il y a toutes les données, les fuites de données qu'on ne voit pas chez Cyber Angel, qui sont des vols par des trucs mafieux, des trucs étatiques, tout ça. Donc mais ça, on a du mal à se protéger contre ça. Donc voilà. Le mot de la fin, on recrute, on cherche des gens. Alors on a déjà 3 personnes qui vont rejoindre l'équipe en plus des 4 fondateurs. Donc il y a Jérémy qui nous rejoint sur l'implémentation d'un serveur standalone pour pouvoir le faire tourner ailleurs que chez Amazon. On a Joseph qui est quelqu'un qui est en alternance, qui a bossé 4 ans chez Thales avant, qui nous rejoint pour faire un client desktop, avoir une version desktop qu'on n'ait pas forcément utilisé son mobile. C'est pas forcément idéal pour tous les scénarios, surtout en entreprise, d'utiliser le mobile pour échanger des fichiers de travail. Et on a quelqu'un qui a un peu d'expérience, 8 ans d'expérience dans une autre startup qui va nous rejoindre plus tard là, pour avancer vraiment sur la roadmap, on verra. Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui en priorité, c'est quelqu'un pour nous faire un client web.
Donc vous avez déjà tous utilisé WhatsApp for Web, ou certains d'entre vous l'ont utilisé au moins. L'idée, c'est de dire j'ai un client web quelque part qui va servir d'interface graphique vers mon mobile. Et c'est du dev web avec un petit back-end qui tourne sur le mobile pour envoyer les données au client web et qui permet de facilement mettre une pièce jointe, utiliser qui est sur le PC, utiliser son clavier pour taper un message plutôt que le clavier du téléphone, ça va plus vite. Nous, on n'a pas tellement de compétences en dev front-end, je vous avoue. Du JavaScript, j'en ai fait un petit peu, mais pas des masses. L'idée, là, c'est un projet qui serait du Vue, du React ou un truc comme ça, pour vraiment faire une app web, mais on pourra distribuer. En gros, c'est juste un fichier HTML et un JavaScript qui va avec. Les gens le téléchargent sur leur desktop, pas servi depuis un serveur parce que c'est un peu risqué. Et avec ça, ils peuvent se connecter de façon sécurisée à leur téléphone. Du dev mobile, on a besoin de sortir des features. Donc nous, du dev mobile, on n'avait quasiment jamais fait avant de se lancer dans le vide. Donc maintenant, on connaît un petit peu, mais faire des features, partager sa position par GPS, faire des gifs animés, tout ce qui est des mémos vocaux, des trucs comme ça, c'est pas des trucs qui ont besoin de trucs pointus en cryptographie. La partie crypto, elle est déjà gérée. Mais par contre, on a besoin de gens qui savent développer ça pour Android, pour iOS, pour nous aider à avancer là-dessus. Et le dernier truc, il y a toute une partie qui est intégration dans les SI. Alors c'est un sujet qui peut peut-être moins faire rêver, mais qui a beaucoup de valeur pour nous et beaucoup de valeur pour si vous cherchez un job après dans une autre boîte, si vous n'êtes pas séduit par le vide. C'est comment réussir à s'intégrer avec le SI existant des entreprises. Donc ça va être tout ce qui est gestion de flotte mobile, tout ce qui est intégration dans les Active Directory. On va devoir donc Keycloak, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui fait de la fédération d'identité, un truc open source fait par Red Hat, qui permet en fait jouer un rôle de tampon entre l'annuaire de l'entreprise et Allvid à terme. Et donc si on développe un petit plugin pour Keycloak, ça permettra de stocker les clés des utilisateurs de l'entreprise dedans pour faire cet annuaire local à l'entreprise. Nous, on n'est pas champion en plugin Keycloak. S'il faut le faire, on le fera, mais si on peut avoir quelqu'un qui nous aide là-dessus, c'est bien. Et une fois qu'on a fait Keycloak, peut-être le faire avec Okta, qui est un fournisseur de services d'authentification qui est utilisé par énormément de monde comme Identity Provider. Donc voilà, c'est en gros les 3 postes sur lesquels on a besoin. Front-end, c'est ce qui est le plus urgent. Si on peut trouver quelqu'un, c'est top. Dev mobile, plus on a de gens qui vont nous aider là-dessus, plus on aura de features, plus le grand public va être heureux. Et les gifs animés, il y a beaucoup de gens qui nous les réclament, par exemple. Et tout ce qui est intégration ici, ça c'est un petit peu plus long terme, mais ça va devenir très important dans notre roadmap pour réussir à vendre à des entreprises. Et une petite citation de Mark Zuckerberg qui est très bien, qui est « Le futur est privé ». Et donc nous, on vous offre vraiment un futur privé, contrairement à Facebook, qui n'est pas idéal en termes de privacy. La garantie de bonne fin de la réception d'un message. Ouais. Est-ce qu'il y a des systèmes d'acquittement Alors au tout début, on ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'on se disait c'est un problème de privacy de révéler à l'envoyeur du message que son message a bien été délivré. On est un peu revenu dessus parce qu'en fait, c'est quand même bien pratique de savoir que son message est arrivé. Donc maintenant, il y a des reçus, des accusés de réception, de delivery, que le message est bien arrivé sur le téléphone, qui sont envoyés systématiquement et envoyés de façon à ce que le serveur, encore une fois, ne sache pas qui a reçu le message. Donc c'est un truc où on l'envoie comme les messages pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations là-dessus. Donc il y a un accusé de réception qui est envoyé et ensuite un accusé de lecture qui est de l'opt-in. Si on veut choisir d'envoyer des accusés de lecture à ses correspondants, on peut le faire. Et encore une fois, c'est fait de façon privacy friendly pour que le serveur ne sache pas que c'est un accusé de lecture qu'on est en train d'envoyer. Il voit juste un return receipt qui est envoyé. Okay, merci. Et sur la notion de groupe, est-ce que ça veut dire qu'on envoie autant de messages qu'il y a d'interlocuteurs dans le groupe, ou alors il y a une clé pour le groupe? Alors en fait, il n'y a pas de clé sur le groupe. Les messages de groupe sont envoyés en utilisant les mêmes canaux sécurisés qu'on a avec tout le monde. Donc il faut imaginer, quand on a fait notre échange de clés, qu'on a validé avec un code PIN, entre le deux devices, donc vraiment téléphone 1, téléphone 2, va se créer un canal sécurisé unique avec des clés à usage unique. Quand on envoie un message de groupe, en fait, on va s'appuyer sur les N canaux que notre device a avec les différents destinataires du groupe et envoyer le message chiffré une fois pour toutes et un petit header chiffré pour chacun des canaux. Donc ça veut dire que si on l'envoie à 100 personnes, on a le payload du message qui est envoyé une fois et 100 petits headers qui font une centaine d'octets chacun qu'on va envoyer au serveur. On pourrait avoir l'approche inverse de dire j'envoie le message 100 fois, qui pourrait être mieux en termes d'anonymat, mais en fait si on fait des analyses de timing, ça ne gagne rien. Donc on a fait l'économie de bande passante, on envoie le message une seule fois et on donne tous les serveurs. Si les destinataires sont sur des serveurs différents, le message sera envoyé une fois sur chaque serveur avec la liste des headers pour chacun des destinataires qui est sur ce serveur-là. J'ai vu sur votre site que vous aviez prévu des choses pour la cryptographie post-quantique. Ouais. Quelles sont-elles exactement Alors en fait, l'idée c'est que le NIST, qui est l'Institut de standardisation américain, qui a standardisé l'AES, qui a standardisé plein de primitives en crypto, est en train de faire une compétition, un concours pour standardiser des primitives post-quantiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, les primitives cryptographiques post-quantiques, c'est des primitives qu'on ne peut pas casser grâce à un ordinateur quantique. Il faut savoir que ce qu'on utilise en cryptographie à clé publique aujourd'hui, qui sont RSA, les courbes elliptiques, tout ce qui est à base de log discret,
c'est tout des technologies qui reposent sur des algorithmes qui sont cassés par l'ordinateur quantique. Donc si on arrive à faire un gros ordinateur quantique qui passe à l'échelle, je vous rassure, aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire des qubits qu'on peut scaler autant qu'on veut pour attaquer ces trucs-là. Si on arrive à le faire, s'il y a des physiciens qui trouvent la technologie de qubit qui marche bien, qui passe à l'échelle, on peut péter toute la crypto qui est utilisée aujourd'hui. Et donc si on veut se protéger contre ces ordinateurs quantiques, il faut passer à des algorithmes de chiffrement post-quantique. Et donc là, il y a 3 grandes familles d'algorithmes de chiffrement post-quantique, les trucs à base de code correcteur d'erreur, à base de réseau euclidien ou à base de cryptographie multivariée. Et le NIST est en train de faire des standards. Notre but, nous, c'est que dès que le NIST sort son standard, dit voilà, le standard c'est ça, on l'implémente au sein d'Olvid. Moi, j'ai fait ma thèse il y a une vingtaine d'années, c'était sur de la cryptographie post-quantique, donc je connais bien ce sujet, au moins sur la cryptographie à base de code. Les autres sujets, je les connais un peu plus de plus loin. Et donc, aujourd'hui, on pourrait déjà en implémenter, mais en fait, c'est con d'implémenter un truc qui n'est pas le standard du NIST. Le jour où le NIST sort son standard, c'est ça qu'on voudra avoir dans notre truc. Et vous rassurez-vous, c'est pas parce que c'est un standard américain que ça n'a pas été reviewé par des gens partout sur la planète. L'AES, par exemple, il y a des gens qui disent « Oula, c'est un standard américain, je ne veux pas y faire confiance ». Ça, c'est une belle connerie. L'AES a été regardé par des centaines de cryptographes dans le monde depuis 20 ans, ça a été standardisé en 2000. Il n'y a aucun risque que les États-Unis aient foutu une backdoor dedans, quoi. Par exemple, l'AES, on peut y faire confiance. Le truc du NIST, c'est pareil, c'est des soumissions internationales provenant d'un peu partout. Et c'est pas parce que c'est les US qui font le travail, l'effort de la standardisation qu'il y a un risque qu'ils mettent une backdoor dedans. C'est pas vrai pour tous les standards du NIST. On se souvient par exemple d'un certain standard de génération d'aléas, Dual EC DRBG, vous avez peut-être jamais entendu parler, qui était un truc de génération d'aléas à base de courbe elliptique, qui était une construction faite exprès pour pouvoir mettre une backdoor dedans. Donc c'était le genre de construction où celui qui choisissait les paramètres pouvait mettre une backdoor dedans. Et comme par hasard, il y avait un candidat proposé par la NSA indirectement via autre chose, qui a été standardisé par le NIST, et qui a finalement depuis été retiré du standard parce qu'on savait qu'il y avait une backdoor dedans de la NSA, mais qui a été utilisé pendant longtemps sur des VPN de... je me souviens plus qui. C'était RSA Security, ils avaient des trucs avec ça, mais il y avait des VPN, je sais pas, Cisco ou un truc comme ça, qui utilisaient ça, et où il y a eu une attaque un jour d'un hacker qui a été modifié le binaire, le firmware de mise à jour, pour changer les paramètres de Dual EC DRBG, et plutôt que d'avoir la backdoor de la NSA, il avait mis sa propre backdoor dedans. Donc c'est assez fort. C'est un update de firmware qui a été backdooré par quelqu'un d'autre en utilisant le fait que c'était une primitive qui était faite pour mettre des backdoors dedans. Donc c'est une très mauvaise idée de faire des standards avec des backdoors dedans, mais bon, la NSA, ils ont tenté le coup. Ils se sont un peu fait gauler sur le truc. Je pense qu'ils ont pu intercepter un peu de données de VPN entre deux. Mais donc oui, pour revenir à la question, oui, on va mettre du post-quantique. L'idée, c'est qu'on attend ce standard. Ça devrait sortir fin 2020, peut-être 2021, si ça prend un peu de retard. Là, ils en sont encore en train de discuter des trucs. On essaie de suivre ça. C'est pas au quotidien qu'on regarde, mais on suit d'un petit peu loin. On sera au courant quand ça va sortir. Il y a une difficulté avec la cryptographie post-quantique, c'est que les tailles de clés sont vachement plus grosses. Une clé de courbe elliptique, c'est 256 bits et c'est bon, on s'en sort avec ça. Donc dans le code QR qu'on échange, pour échanger sa clé, il y a 2 clés, une clé de chiffrement et une clé de signature. Ça fait 2 clés de courbe elliptique. Si on veut prendre des clés post-quantiques, en général, ça fait 4 kilooctets à peu près, au minimum, ou même les vieux standards, il y en a des trucs qui étaient à 500 kilooctets pour faire une clé. Si on commence à avoir une clé de 500 kilooctets à mettre dans un code QR, ça marche pas très bien. Code QR, en gros, on peut mettre 4000 bits dedans maximum. Donc on est vraiment limité en taille. Et donc ça veut dire qu'il va falloir passer à une autre façon de distribuer les clés, où on va s'appuyer certainement qu'on mettra juste un haché de la clé dans le code QR et qu'il faudra télécharger la clé depuis un serveur. Mais bon, ça c'est des trucs, on pourra trouver une solution. Mais ça va obliger à changer quelques petits trucs dans l'architecture. Mais déjà, on a tout pensé pour pouvoir facilement remplacer la brique de chiffrement à clé publique qu'on a aujourd'hui sur des courbes elliptiques par une brique post-quantique le jour où il y a besoin. Oui, alors pourquoi le nom Olvid ? Alors, ça vient de l'espagnol olvidar, oublier. Alors c'est un peu un coup de bol, c'est aussi qu'on a cherché un nom court qui se retient bien et qui n'est pas pris dans les noms de domaine. Les noms de domaine ne sont pas trop pris. Un nom de 5 lettres, c'est pas évident. Et donc ouais, l'idée au départ, c'est la racine espagnole olvidar qui veut dire oublier parce qu'on ne laisse pas de traces. C'est-à-dire qu'en gros, on peut utiliser Olvid en se faisant complètement oublier. C'est ça l'idée, l'histoire qu'on raconte. Après, on a trouvé un nom qui était cool. Il n'y a pas longtemps, on a changé de logo avec un designer qui nous a fait un vrai logo parce que celui de départ n'était pas terrible. Mais le projet s'est appelé sous d'autres noms. Le nom de code du projet au début, c'était Oblivious. Allusion à la fois du Oblivious Transfer, qui est un truc en cryptographie pour échanger des données sans laisser de traces, sans faire transparaître. Mais ça a des connotations négatives en anglais. Oblivious, c'est quelqu'un qui est inconscient du danger, des trucs comme ça. Donc on n'a pas voulu garder ça comme nom de produit. Voilà. Mais au départ, donc, si on demande à Jérémy, quand il regarde le code, il y a des tas de trucs avec des OBV qui viennent de ce Oblivious qui traînait au début. En iOS, vous faites du natif ou pas ? Juste pour savoir. Ouais. Oui, on fait du natif, ouais. Donc ça, c'était aussi au départ quelque chose qui était important pour nous, c'était d'avoir 0 dépendance, ou alors le moins de dépendance possible. Donc la version iOS, c'est du 100% Swift, à l'exception d'un petit peu de C, parce que malheureusement, Swift, contrairement au Java, il faut bien qu'il y ait un avantage au Java, il n'y a pas de grand nombre. Voilà, il n'y a pas de librairie de grand nombre,
Et coder une librairie de grand nombre, c'est un projet qui est probablement à peu près de l'envergure d'Olvid. À soi tout ça. C'est quelque chose pour faire ça bien, c'est dur. Voilà. Donc on a récupéré GMP. Donc la seule librairie tierce qu'on utilise dans Olvid dans la version iOS, c'est GMP. Donc il y a du code C et un morceau d'interfaçage avec du Swift. Et le reste, c'est du 100% Swift. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement dit au début. Ouais. Mais l'architecture des deux apps, qu'elles soient soit sur Android ou soit iOS, c'est un moteur crypto. Donc avec toute l'intelligence, si j'ose dire, cryptographique à l'intérieur, et au-dessus, donc un moteur qui est en fait agnostique de ce que vous êtes en train d'échanger. L'idée, c'est d'avoir un moteur qui permet de sécuriser les communications entre des gens, entre des téléphones. Et au-dessus de ça, une surcouche qui rend le service. Qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être du calendrier, ça pourrait être de la messagerie, c'est ce qu'on a fait. Ça pourrait probablement être autre chose, on pourrait refaire un Slack, des choses comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est de la messagerie, parce que c'est en gros la surcouche qui nous semblait la plus intéressante à faire, et je ne vous cache pas, la plus simple à faire au-dessus d'un protocole de cette nature-là. Voilà. Mais c'est du natif, et d'ailleurs c'est pareil sous Android. Ouais, sous Android, c'est pareil, on essaie d'utiliser le minimum de librairies tierces parce que en gros, c'est une belle source de failles de sécurité en général. Donc sur Android, c'est que du Java. J'ai pas fait de Kotlin, je suis un peu old school moi sur ça. Mais c'est compatible. Enfin, s'il y a des gens qui viennent qui veulent faire du Kotlin, ça ne pose pas de problème. Et très peu de librairies tierces. On a des librairies comme Jackson pour faire le parsing de JSON parce qu'on ne va pas réimplémenter ça à la main. On a de la librairie pour faire le scan de code QR parce que l'implémentation des codes QR, j'avais pas la recoder non plus. Et ensuite, au-dessus de ça, une librairie pour les WebSockets aussi. Typiquement, il y a une collection WebSockets. Voilà. Mais sinon, c'est minimaliste. On s'appuie en gros sur les frameworks qu'il y a dans Android. Et le moteur, lui, le moteur cryptographique, c'est du Java pur qui s'appuie sur rien d'Android. Et donc, celui qui s'occupe de coder la version desktop fait déjà tourner aujourd'hui le moteur Java Android. Il le fait tourner sur du natif, une JVM standard. Donc, il n'y a pas besoin d'Android. Ce qui fait que c'est facile de pouvoir le porter, l'intégrer. On pourrait imaginer l'avoir dans un back-end sous Linux qui va parler à un serveur, des trucs comme ça. Du coup, en parlant de minimalisme, ça se compile sous quoi? Est-ce qu'il y a d'autres dépendances à la compilation? Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à certaines manières de l'utiliser ou de le compiler le code source, typiquement pour Android, tu prends le code source, tu prends le guide du code source, tu prends Android Studio, tu cliques compiler, ça marche. Donc il faut juste avoir Android Studio. Sur Xcode, il y a quelques trucs avec les certificats développeurs, tout ça qui posent un peu de problème. Mais si on a une Xcode qui est capable de faire du code, c'est pareil. Ceux qui utilisent du Xcode et qui ont fait des projets comme ça savent que c'est chiant. Mais une fois qu'on arrive à le configurer correctement, on clique sur compiler, ça marche très bien aussi. Ouais, ça marche pareil. Donc il n'y a pas d'outil spécifique. Le seul truc, c'est si on veut recompiler. J'ai une lib aussi que j'utilise externe qui est SQLite JDBC SQLite pour avoir une interface dans l'engine façon JDBC pour un fichier SQLite, qui est une lib qui s'appuie sur du SQLite qui est un truc codé en C. Donc il y a un petit bout de Java, et là je m'appuie sur des trucs il y a des cross-compiles à faire pour faire les points SO qui vont bien pour les architectures Android 64 bits, des trucs comme ça. Là je me base sur les sources du truc aussi, donc là il y a un peu de compilation qui est un peu plus merdique à faire, mais en gros je mets les points SO dans le Git, il n'y a pas besoin de les recompiler tous les jours, c'est que quand il y a une nouvelle version du SQLite. Quoi. Ouais, moi j'ai le même problème pour GMP, donc je triche aussi. Mais sauf que GMP ça a arrêté de bouger les versions il y a c'est formidable, il n'y a plus qu'un seul développeur, c'est incroyable, c'est un scandale, il faut aller bosser avec eux. Bon. Moi j'ai une question qui n'est pas tech, c'est est-ce que vous faites du lobbying, etc. Enfin, votre communication. En fait, c'est quoi votre stratégie de communication? Cédric va pouvoir répondre. La stratégie de communication, en fait, donc, est la suivante. Il y a un an, lorsqu'on est allé au FIC, au Forum international de la cybersécurité, et qu'on a dit on a une start-up, alors comme on a 40 ans passés, les gens ont commencé à rigoler, et quand on a dit qu'on allait faire une énième messagerie en fait, donc instantanée, là, il y avait soit de la rigolade, soit en fait, donc, du mépris. Et donc, pendant un an, on a fait quoi? Du lobbying, à tous les niveaux. Le club du Cézanne, c'est le club du RSSI du CAC 40. On les a vus. Ils sont même partis en Israël avec Olvid. Ça a été les premiers en fait, donc, testeurs. On est allé voir en fait, évidemment en fait, donc, les députés pour arrêter d'utiliser WhatsApp en fait, donc, et Telegram. On s'est fait accélérer par Wavestone, qui sont conseil numéro 1 en, fait, en cybersécurité. Et puis finalement, c'est Impulse après. Et de plus en plus, en fait, finalement, les gens nous ont dit, si vous arrivez en fait, donc, à prouver que vous êtes vraiment en fait, sécurisé, que vous arrêtez de faire du marketing finalement, que vous apportez la preuve mathématique de ce que vous faites, là vous aurez en fait, donc, gagné. C'est ce qui est en train de se passer. Quand on a gagné le prix du FIC, c'est l'ensemble de l'écosystème de la cybersécurité qui nous ont en fait, reconnus. Après, le lobbying en fait, continue, mais de toute manière, les meilleurs prescripteurs, ce sont en fait, donc, les clients. Et on a en fait, donc, un certain nombre en fait, donc, de grands utilisateurs en fait, donc, d'Olvid à des très hauts niveaux dans les boîtes du CAC 40 qui l'utilisent. Et donc on va communiquer très prochainement là-dessus. Et si on ne continuait pas le lobbying, Cédric il se ferait chier parce que pour l'instant on n'a pas encore vendu grand-chose. Et en gros il attend qu'on ait sorti les features payantes, donc ça c'est à nous de bosser. Et dès qu'on les a, son job a changé aussi un peu. Pour l'instant c'est évangélisation, faire comprendre aux gens qu'il y a un besoin. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser WhatsApp? Parce que c'est pas forcément évident à première vue.
À part que WhatsApp, ça fait un peu rigoler tout le monde, mais bon, voilà. En pratique, dans les entreprises, c'est ce qui est utilisé. Et donc, il faut réussir à faire comprendre pourquoi c'est un problème. Et en arrivant avec quelque chose qui est vraiment différent, les gens arrivent à comprendre. En fait, comprendre dans les entreprises, il y a 2 problèmes dans les entreprises. Le premier, c'est le shadow IT. Tout le monde utilise WhatsApp, WeTransfer. 98% des médecins utilisent en fait donc WhatsApp. Donc entre collègues, ils prennent une photo en fait donc de la radiographie, ils l'envoient en fait à un médecin de ville. Qu'est-ce que tu en penses? Vous imaginez en fait le respect des données personnelles. Il y en a en fait donc pas. Donc effectivement, là c'est un cas déjà en fait donc intéressant. Et puis la deuxième chose, quand ils nous ont vu arriver, en fait toutes les entreprises, mais vraiment toutes, sont en train de basculer sur Microsoft 365 ou alors sur Google Suite. Microsoft, dans 10% des cas, ça pose un problème. Donc il y a des boîtes comme chez Total, pour 10% des cas, il ne faut absolument pas passer par Microsoft. Donc ils ont des solutions. Mais le problème, c'est que Microsoft, en fait, ça peut être très bien architecturé, ADFS en fait donc dans Azure, mais il y a toujours le problème de la communication avec l'extérieur. 95% des fuites de données proviennent de la communication avec l'extérieur. Les sous-traitants, les prestataires, les avocats, en fait, les consultants. Quand vous avez en fait Office 365, vous ouvrez en fait donc des comptes, login, mot de passe, et c'est là que les hackers viennent parce que les fuites de données proviennent de justement la communication avec l'extérieur. D'où l'idée en fait justement de pousser en fait nos codes 8 comme un moyen extrêmement en fait sécurisé, et en 20 à 25 secondes vous avez un canal authentique avec l'extérieur et vous n'ouvrez pas de compte. Et c'est ça en fait l'idée. C'est pour ça qu'on a eu le prix du FIC. C'est la capacité justement très rapidement de garantir cette preuve mathématique qu'il n'y aura pas un tiers qui puisse consulter les communications. Qui a pression maximale, il s'est mis au fond parce que c'est à sa place comme il nous dit, mais nous on aurait bien aimé le mettre sur le podium devant. Voilà. Je pense qu'il n'est pas hyper à l'aise avec ça. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que Thomas ou Mathieu auraient pu bosser chez Google, en fait, donc Apple, et ils ont été sollicités plein de fois. Moi, j'étais DG en fait, d'une boîte. Si on est là, c'est qu'on on porte des valeurs très très fortes, en fait. D'où l'idée à terme de l'open source, etc. On n'est pas là, en fait, donc par hasard. Voilà. Et donc, on cherche en fait des gens, en fait, certes techniquement en fait compétents, mais qui partagent en fait ces valeurs. Ça a un côté un peu tarte à la crème quand on le dit, mais évidemment, en fait, on fait très attention à ça. Merci. Merci d'être venu.